Ça veut pas dire que... Cette hebdo édition du dimanche 17 mai 2020. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Le fait alimente la polémique depuis quelques jours déjà. Une note du directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique du ministère de la Communication adressée à RFI au sujet de l'émission Le débat africain présenté par Alain Foka, le lexique employé par le cadre du ministère de la Communication qui estime que la proximité sociologique d'Alain Foka avec un acteur politique mérite de plus qu'un regard attentif des responsables de RFI a fait réagir plus d'un. Pourquoi ce vocable dérange-t-il autant? Cette question nous amènera à dire également un mot sur les relations entre les journalistes et les politiques au Cameroun. C'est le premier sujet et on en parle avec deux journalistes, Denis Kwebo et Alex Gustave Azebazé. En deuxième partie de cette émission, on reviendra sur les derniers événements autour de l'initiative mise en place par Maurice Kamto et des proches du MRC pour participer à la lutte contre la Covid-19 au Cameroun. Sur Vie Cameroun, des militants du MRC ont en effet été interpellés à Yaoundé le 12 mai alors qu'ils distribuaient des gels hydroalcooliques et des masques de protection contre le coronavirus. Par la suite, Alain Foguet sera entendu à la direction de la police judiciaire le 14 mai, interrogé sur trois motifs d'accusation, suspicion de blanchiment de capitaux, escroquerie du peuple camerounais et financement de la résistance aux institutions de la République. Pour parler de ce second sujet, nous serons avec Maître Georges Teguem, avocat et militant du RDPC, et Alès Nguepi du MRC. Sur le plateau, le premier panel est déjà là. Denis Kwebo, vous êtes journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci Léla. C'est un plaisir renouvelé d'être sur ce plateau de cette hebdo. Un plateau historique. Voilà. Alors le SNJC, à travers son secrétaire national à la communication, a signé une sortie pour s'indigner du traitement réservé à la dépouille du journaliste Joseph Ndjemo à l'hôpital Jamo de Yaoundé, suspecté d'être décédé de la Covid-19. L'indignation du SNJC a-t-elle été entendue? Quelle est la suite de cette affaire ce matin? D'abord, c'est quand même scandaleux que éventuellement seule cette indignation vienne pousser les autorités à réagir. Nous avons souvent pensé qu'avec toute l'agitation qu'il y a autour de la pandémie du Covid-19, même si vous pouvez expliquer que c'est de la Covid-19, c'est... Oui, ils ont dit que ça s'appelle la Covid, que c'est féminin. Voilà, ça dépend de l'académie à laquelle on appartient, et ça fait partie de... Mais voilà, on a un journaliste qui est décédé, on ne sait d'abord pas dans quelles conditions. Il y a des compatriotes qui ont été enterrés quelques secondes après leur mort au motif qu'il fallait faire vite parce que le virus est assez contagieux. Il y a donc cet autre compatriote qui n'est pas moins camerounais que les autres Camerounais qui sont décédés ou ceux qui sont en vie, qui décèdent et dont le corps est abandonné dans le couloir de la morgue. J'ai souvent pensé que peut-être les Camerounais ne s'indignent pas suffisamment de certains faits graves et ce n'est pas seulement de la responsabilité du SNJC de constater que c'est un acte inadmissible, surtout que ça dure des jours. Et s'il est vrai donc que les personnes, les dépouilles des personnes décédées de cette maladie étaient dangereuses pour tout le monde, j'ai l'impression que la séquestration de ce corps est un démenti qui a tout un affairisme autour de Pourquoi pensez-vous que le corps a été séquestré? Le fait d'abandonner... Vous savez, quand vous avez... Ça a été fait à dessein? Je n'ai pas envie de prendre cela comme ça. Vous savez quel est le rapport que les Africains ont aux morts? Ne parlons pas parlons d'Afrique. L'Afrique qui est notre continent. On a un certain rapport aux morts. Quelles que soient donc les raisons, les causes du décès d'un citoyen camerounais, fut-il journaliste ou non, est-ce que c'est dans nos pratiques, c'est dans nos coutumes, est-ce que c'est dans la pratique médicale d'abandonner un corps dans le couloir de la morgue? Est-ce que ça doit se faire ainsi? Même s'il était décédé que ce soit un accident de la circulation ou toute autre cause, pourquoi est-ce que ce corps traîne là? Pourquoi est-ce que les gens qui ont installé des unités nationales, unités régionales, unités départementales, unités locales de lutte contre la pandémie abandonnent un corps dans le couloir de la morgue? Ça veut tout simplement dire que dans toute l'agitation qu'il y a autour de cette maladie, il y a un seul maître mot, l'intérêt matériel. Et
le cri du SNC, c'est pas une revendication vraiment corporatiste, c'est pas une revendication sectorielle, c'est une invitation à l'endroit de ceux qui sont en charge de cette pandémie-là, de faire en sorte que la vérité médicale prévale en tout état de cause, de faire en sorte que la dignité humaine reste de mise. J'ai entendu, par exemple, d'autres experts scientifiques du gouvernement dire qu'il n'y a aucune raison scientifique à ce que on ramasse les dépouilles des gens qui sont décédés de la pandémie du Covid-19 pour aller les enterrer aussitôt. Alors qu'il est possible, dans les conditions optimales de sécurité, la même ambulance qui transporte un corps pour le cimetière de Bois des Singes peut transporter ce corps à EDA, ça fait 1 heure de temps, 60 km, peut transporter ce corps à Dibomba ici, tel que c'est à Dibomba qu'on devait enterrer, ça fait à peu près 40 minutes, peut transférer ce corps si besoin est. Il y a des ambulances qui peuvent aider. Ce pays a beaucoup d'ambulances. On peut réquisitionner des ambulances, payer même le prix. Parce qu'il n'est pas dit que quand l'ambulance... entre l'hôpital à Kentini ou l'hôpital général et le cimetière de Bois des Singes, les populations ne sont pas en danger. Ce n'est pas entre l'hôpital à Kentini et EDA que les populations seront en danger. Si on reste dans la limite, je crois, juste de 6 heures où on peut encore être cordon. Pour aller aux distances moyennes entre Yaoundé, Douala et Bafoussam ou je veux dire Bertois, ça ne fait pas 6 heures de temps. Donc, le fait est qu'il y a un journaliste, c'est pas seulement, il y a un citoyen camerounais, par ailleurs journaliste, qui est décédé et dont le corps est abandonné dans le couloir de la mort. Si on a besoin de retenir ce corps, on peut le mettre dans un coffre et garder. Ce n'est pas décent que des histoires comme ça, quand on passe souvent de l'image du Cameroun, à supposer que les journalistes camerounais soient suffisamment irresponsables pour faire circuler ces images-là de façon virale sur la toile. Qu'est-ce qu'on en penserait à travers le monde? Merci, alors qu'on dit que tout le pays est mobilisé pour, n'est-ce pas, affronter cette pandémie-là. Face à vous, notre journaliste Alex Gustave Azibazé. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Madame, bonjour et bonjour aux téléspectateurs de Spectrum TV et particulièrement de votre émission 7 Hebdo, pour laquelle j'ai un égal plaisir de revenir et de retrouver mon ami et camarade Denis Kwebo, et donc j'espère qu'on aura un échange utile. Mais si vous permettez, je voudrais quand même juste dire une chose. D'abord, sur le principe, il n'est pas admissible qu'un être humain qui décède dans un centre hospitalier, que son corps puisse être l'objet d'un traitement qui porte atteinte à sa dignité. Donc, ce simple fait-là encadre, comment je le sais, ce simple principe encadre la gestion des dépouilles. Fut-il journaliste ou non, Denis l'a suffisamment dit, ce n'est pas une bataille corporatiste, c'est la bataille de la dignité humaine. Plus spécifiquement en contexte de crise sanitaire, dont on a pu dire et soutenir de manière, comment je vais dire, renouvelée, que les inhumations à la USAP, moi je les appelle comme ça, donc précipitées, faisaient partie du protocole. Je ne sais pas si les nationales ou internationales, mais en tout cas, moi je connais des pays où on n'inhume pas les gens tout de suite quand ils sont décédés. Au Cameroun, on l'a fait, la plupart des citoyens l'ont accepté en pensant que le gouvernement gérant une crise, il était compréhensible qu'il prenne un certain nombre de mesures et qui, même si elles ne rentraient dans aucun cas de principe, dans aucun cas de figure principielle, on pouvait comprendre que learning by doing, comme on dit, une crise que personne n'avait préparée, on pouvait se retrouver dans une telle situation. Mais la gestion du corps de ce compatriote qui se trouve être journaliste, et nous on n'en parle pas seulement parce qu'il est journaliste, je le dis en tant que défenseur des droits humains, et un journaliste est d'abord un défenseur des droits humains, que la gestion qui est faite de ce corps est en train de déstabiliser toute la communication qui a été faite en termes de sensibilisation des citoyens, de l'opinion, sur les risques et les dangers qu'il y aurait, et je préfère dire au conditionnel, parce qu'aucune étude scientifique n'a démontré que les corps de personnes victimes
de coronavirus disease, c'est pour éviter de dire là où le Covid, sont contagieux après l'extinction de la vie, à supposer même qu'il y ait un éventuel risque. Nous, on discute avec des personnels médicaux qui nous disent que autant on désinfecte les, comment je le dis, les espaces, les corps, autant on peut désinfecter des corps, un corps qui n'a plus de vie. Et il n'y a plus aucun... Par ailleurs, les procédures qui étaient observées avant, notamment lorsque une personne décède dans une localité et nécessite un déplacement, peut-être qu'on le faisait jusque-là, juste par formalisme administratif. Moi, par exemple, je suis chef d'une famille à Bafou, c'est-à-dire dans la Menoie. Quand je perds un membre de ma famille ici à Douala, et que pour une raison ou une autre, certains membres de la famille souhaitent que ce corps, je vais dire en temps normal, souhaitent que ce corps soit transféré à l'ouest, il y a des dispositions que nous prenons à partir de Douala, et on le fait généralement avec l'hôpital et la police. On va à la police obtenir une, comment je vais dire, c'est pas une autorisation. On obtient l'autorisation de la préfecture, mais c'est la police qui exécute. D'autorisation de transfert de corps d'un département à un autre. Et cette procédure est destinée simplement à s'assurer que le corps qui doit là, pour peut-être Bafou ou bien pour Balengou ou pour Samelima, a été traité de manière à ce que si ce corps était infecté à Douala, en tout cas à l'hôpital où il est décédé, que cette infection-là, par le transfert, ne soit pas transportée dans une autre localité. Aujourd'hui, personne, en tout cas moi, je ne comprends pas qu'on ait réussi à convaincre les Camerounais qu'un corps traité dans des conditions, en tout cas dans les conditions médicales requises, notamment les désinfections, le mettre dans un cercueil qu'on zingue en présence de la police, parce que c'est la police qui atteste d'ordre du préfet, parce que la police est requise par le préfet, qui atteste que ce corps, il a été traité par l'hôpital qui a déclaré, en tout cas qui a constaté le décès, et donc qui peut faire l'objet d'un transfert d'un département à un autre, ou d'une province ou d'une région à une autre. Et le cas de notre confrère, pour la mémoire de laquelle je m'incline, mais dont j'estime que, sauf à considérer que ceux qui gèrent cette affaire à Yaoundé, où il y a le principal centre spécial, d'ailleurs le ministre de la Santé à Yaoundé, attendent des choses particulières de quelqu'un de particulier pour avoir accès à un corps dont on a pu, à un moment donné, faire croire aux gens qu'ils étaient porteurs de risques sanitaires. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que le ministre de la Santé, et peut-être, d'ailleurs le communiqué du SNC, c'est le ministre de la Santé que ce communiqué a interpellé. C'est lui le responsable. On l'interpelle par titre personnel. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'il s'appelle Malachi Naouda ou bien qu'il s'appelle, je ne sais pas qui, est tel autre. Mais l'autorité publique en charge de la santé publique au Cameroun et de l'application des normes et des principes, c'est le ministre de la Santé. Il est important qu'il nous dise aujourd'hui, sur la base de ce corps-là, parce que nous avons vu qu'un de nos confrères, qui était journaliste dans le journal de l'Action, est décédé de suspicion de Covid, parce que, à ma connaissance, on n'avait pas... personne n'a eu accès à ces tests. Moi, je suis journaliste. Quand je suis sur un plateau de télévision, j'utilise des termes dont demain, on ne viendra pas me reprocher. On a parlé de suspicion de Covid. Sur la base d'une autorisation express, son corps a été transféré dans son village pour être inhumé. C'est-à-dire dans un village au sud du Cameroun. Mon excellent ami et frère, Simon Meyenga, paix à son âme, je ne comprends, personne ne peut comprendre en l'état que le corps de M. Ndjemon continue d'être, ça fait aujourd'hui 5 ou 6 jours, continue d'être exposé dans les conditions que chacun de nous a pu observer, en tout cas sur la base des images que nos confrères qui sont à Yaoundé nous ont transmises. Et ça dénote d'une incohérence absolument inadmissible que développent nos autorités de plus en plus.
On le sait, on a de la peine, en tout cas moi j'ai de la peine. Chaque fois que j'analyse les actes, à trouver une conformité entre les proclamations et les pratiques. Et ça ne nous facilite pas, nous, gens de médias et citoyens et acteurs civils, l'accompagnement des politiques publiques d'intérêt, en tout cas des politiques publiques d'intérêt général. Messieurs, j'aimerais également vous entendre sur la reprise de quasi certaines des classes le 1er juin. Erreur ou nécessité au regard de la difficulté à faire appliquer les mesures barrières au Cameroun? Je crois que... En 1 minute chacun. Oui, je dois être assez clair et explicite sur ces questions-là, à savoir que les autorités qui gèrent la crise sanitaire en cours ont l'exclusivité de l'information disponible pour le moment. Donc, ils savent exactement, ces autorités savent exactement quelles sont les tendances sur l'évolution de la pandémie. Les autorités en charge de l'éducation nationale, de l'éducation de base, d'enseignement secondaire, même l'enseignement supérieur, ont en leur possession des informations que je n'ai pas. Donc ces autorités-là apprécient et pour l'instant, ils nous disent que ce sera le 1er juin. Alors, est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable parce que c'est décidé. C'est décidé et que ce sont ces mêmes autorités-là qui avaient de bonnes raisons de renvoyer tous les enfants chez eux. Alors, il faut peut-être que les experts soient consultés pour nous dire comment est-ce que ce qui était valable, les conditions qui étaient valables pour l'arrêt des cours, n'est-ce pas, ne sont plus les mêmes pour d'ici au 1er juin. Est-ce que l'arrêt des cours ne s'est pas fait précipitamment, justement? Moi, je dis que je ne peux pas savoir si ça s'est fait. Je dis que les autorités avaient l'information et sur la base de cette information, ils ont décidé d'arrêter les cours. En tant que journaliste, le fait est que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il faut qu'au 1er juin 2020, la situation ait évolué dans le sens de l'amélioration des conditions qui existaient à l'arrêt de cours. C'est de ça que là, mon raisonnement ne peut s'arrêter que là. Et aussi, on peut dire que ceux qui prennent des décisions pareilles les assument. Donc, moi, je suppose que l'autorité, les autorités qui ont pris la décision de la reprise de cours ont suffisamment apprécié les informations qu'ils ont et que c'est une situation, une décision assumée pour aussi des conséquences qui seront assumées, sauf à penser que c'est quand même nos enfants. Donc, ce n'est pas les enfants des autres, c'est nos enfants qui iront à l'école. Notre souhait, c'est que, en tout état de cause, la sécurité de ces enfants-là soit assurée le 1er juin. Sur la même question, c'est le cas, on n'a pas d'objectif. Nécessité ou erreur au regard de la difficulté à faire respecter les mesures barrières au Cameroun? Il est difficile de répondre à comment je vais dire, à cette décision, à cette évolution-là de manière tranchée. Il y a une chose qui est en train de se développer dans ce pays où on finit par avoir l'impression que quand vous interrogez la logique des mesures de notre gouvernement, est-ce que vous êtes forcément contre le gouvernement? Moi, en tant que parent, je peux vous dire que ça ne peut éventuellement être qu'une satisfaction pour moi de voir les enfants retourner à l'école. Mais en tant que citoyen, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que quand j'analyse la courbe de la prévalence des infections à coronavirus, je constate qu'elle n'est pas pour l'instant maîtrisée. Elle continue à croître. Quand j'analyse ou j'observe la mise en œuvre de mesures barrières qui sont, malheureusement, et nous devons d'ailleurs le préciser ici, qui sont en l'état de nos institutions sanitaires, s'entend, institutions sanitaires et de gouvernance, qui sont sans doute le moindre mal. La mise en œuvre de mesures barrières au Cameroun, aujourd'hui, n'est pas faite de manière optimale. C'est-à-dire que ce qui faisait craindre le 17 mars que
en maintenant, comment je veux dire, la dispensation des enseignements, des cours, donc qu'il y aurait plus de contamination. Cette réserve-là ne peut pas être considérée par le citoyen que je suis, mais de doubler de journalistes. Aujourd'hui, si je m'en tiens uniquement aux données propres de notre gouvernement, est-ce que le fait d'avoir assoupli, pour des raisons que le gouvernement n'a pas expliquées, assoupli l'observation de mesures barrières, notamment en matière de transport public, en matière de fréquentation de lieux publics à risque, à préparer ou à amener le gouvernement ou les experts du gouvernement, parce que je n'ai pas souvent... Denis a dit tout à l'heure qu'il faut sans doute associer les scientifiques, les experts scientifiques. Notre gouvernement a décidé, et on a l'impression que c'est son choix, c'est son option, de gérer cette crise essentiellement avec en vase clos administratif. Donc, les seuls experts qui visiblement conseillent le gouvernement sont les experts gouvernementaux. Aucun expert... Moi, j'ai vu la sortie du GICAM la semaine dernière, j'ai vu la sortie de nos centrales syndicales, dont le SNUC, par exemple, est affilié à l'une d'entre elles, qui s'inquiète de ce que, depuis toutes les mesures que vous entendez, en tout cas qui nous sont annoncées, à aucun moment il y a eu même un début de concertation, de consultation. Comment est-il possible que dans un pays comme le nôtre, qu'une crise comme celle-ci puisse être gérée ou adressée, alors que c'est l'une des crises qui impacte le plus à la vie de chacun, pas seulement à la vie du pays, parce que le pays existe, mais le pays n'existe pas sans les citoyens pris individuellement. Moi, je suis plus porté à considérer le Cameroun peut demain ne plus exister comme le Cameroun. Mais tant qu'il y aura des hommes, des êtres humains, le Cameroun peut évoluer en autre chose, devenir plus grand ou plus petit. La priorité du gouvernement, du gouvernement de la République, aujourd'hui, c'est quoi? C'est sans doute construire une sorte de normalité, je ne dis pas républicaine, mais une sorte de normalité sociale et civique, mais qui génère le risque de ce qu'en matière sanitaire, que nous... Mais est-ce que le gouvernement camerounais pouvait faire autrement au moment où bon nombre de pays dans le monde, justement, vont vers le déconfinement? Non, d'abord, il n'y a jamais eu de confinement au Cameroun. Oui, officiellement. Donc, je suis désolé. Oui. C'est-à-dire que... C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, peut-être si vous m'avez bien compris, que quand tu interroges la logique des actes de notre gouvernement, tu as de la peine à pouvoir trouver un fil conducteur. Sinon, ils font des choses et après, bon, ils se disent qu'ils analyseront comme ils voudront, ceux qui critiqueront, mais de toutes les façons, nous sommes le gouvernement, nous faisons ce que nous voulons. Voilà. En tout cas, c'est ça à quoi. Si vous prenez l'exemple des autres pays, moi je peux comprendre qu'un pays, je peux prendre lequel en Afrique, pour ne pas aller en Europe. Au Gabon, le gouvernement gabonais d'à côté a quand même pris la mesure de confinement général. Aujourd'hui, ils sont dans un confinement partiel. Au Nigeria, il y a des localités, des cités, des villes, comme Lagos et Abuja, qui sont en confinement partiel. Mais le reste du pays, parce que sans doute ils ont analysé et constaté que sur la base des données qui sont les leurs, les mouvements de personnes puisque ce virus, et on ne cessera jamais de le rappeler, ne vit pas dans l'espace. Il est transporté par les êtres humains. C'est pour ça qu'il a commencé sans doute à Yuan en Chine, et du fait de la mondialisation des voyages, des communications physiques entre les êtres humains, il a envahi le monde. Est-il plus grave? Est-il autant grave que les prospectivistes l'ont dit? J'en sais rien, mais le constat est que quand on voit sur la base des chiffres publiés les ravages, en tout cas les résultats ou les effets de ce virus, on ne peut pas ne pas être assez réservé sur un certain nombre de mesures qui sont de nature à libérer, comment je vais dire, les vannes. Je dis que tout à l'heure, je parlais des experts, et je pense qu'il peut y avoir des experts en arrêt-plan.
Ces derniers temps-ci, je sais quand même qu'il y a un certain type de réunions qui se font et peut-être que les avis sont donnés. Je voulais dire encore que, bon, pour ceux qui manipulent les chiffres, il est possible, moi je ne cherche même pas trop à expliquer ce que le gouvernement fait. Le gouvernement, c'est de dire qu'en temps de crise, on prend des décisions, on les assume. Mais il est possible, en regardant la cartographie des contaminations, en regardant la démographie des contaminations, en regardant la structure même des infections par tranche d'âge et autres, le gouvernement peut prendre une décision. Par exemple, si de façon extraordinaire, il se trouve que la tranche des élèves du primaire jusqu'au supérieur n'est pas trop concernée par les contaminations actuelles, il peut y avoir des éléments comme... C'est enfants des parents avec qui ils vivent. Non, je dis, voilà, sauf que je dis que si on se rend compte que les enfants et les parents vivent ensemble depuis mars et que c'est beaucoup plus telle tranche ou telle autre qui est touchée, on peut n'est-ce pas, libérer. Ce qui est important, et je crois que c'est là où on a apprécié le fait que le ministre de la Santé publique était réactif en termes de bribes d'informations, mais il y a un type d'information qui n'est pas à la disposition du public. Et ces informations-là pourraient aider même le commun des citoyens à mieux évaluer. Donc, par exemple, en dehors de la structure, quand on dit qu'il y a 2600 personnes qui ont été contaminées, moi je me suis dit, je n'ai jamais vu, oui, je n'ai jamais vu un chiffre où on nous dit il y a tel nombre de contaminés à tel endroit, il y a tel nombre de morts à tel endroit précis, ou quelle est la tranche d'âge des personnes qui sont décédées. Vous voyez, quand on a vu le pasteur Dufort, qui est décédé, paix à son âme, à 40 ans. Dans l'imagerie populaire, on a dit que le Covid, ça touchait beaucoup plus les gens d'un certain âge. Oui, et là, je n'ai jamais vu... C'était en Europe, ça. Non, mais moi aussi, je n'ai pas vu... Il faut qu'il y ait une... Non, j'ai vu un graphique. J'ai vu un graphique, ou un graphique, si tu permets, j'ai vu un graphique qui montre que la tranche d'âge la plus touchée, c'est de 29 ans à 44 ans. Hein. Exactement. C'est vrai que le graphique qui parlait de 40-60 ans. Oui, que la communication par les graphiques, en réalité, c'est pour les sourds. Pour les sourds ou pour les muets. La communication ne se fait pas par les graphiques. La communication, les graphiques, ne va donner une image. Oui, mais je veux dire qu'en termes de sensibilisation, il faut expliquer les graphiques. Donc, je veux dire que il y a des gens qui savent les mesures barrières, des gens qui n'observent pas les mesures barrières. Voilà. Il y a des gens qui ne les observent pas, quelle que soit la décision prise par le gouvernement. Et il faut absolument que tout le monde observe les mesures barrières. Il y a des gens qui ne vont pas a priori comprendre à quoi renvoient des graphiques. Et c'est pour ça qu'il y a la responsabilité exclusive de ceux qui sont en charge de lutter contre la pandémie sur le plan institutionnel, d'expliquer. Moi, j'ai vu ailleurs, au Nigeria, que je connais beaucoup, qu'on a réquisitionné de tas de voitures avec des haut-parleurs pour faire le tour des quartiers. Parce qu'il y a des Camerounais qui sont volontairement sourds. Hein. Quel que soit ce qu'on dit, ils font semblant d'avoir pas entendu, ou alors qu'ils n'entendent même pas. Parce que au début, quand le gouvernement a dit il ne faut pas aller dans les bars, tout le monde a condamné le gouvernement. Il a dit tout le monde, entre guillemets. Il dit, entre guillemets, il faut aller dans les bars, on condamne. C'est qu'en réalité, le gouvernement lui-même se laisse influencer par des groupes qui ne représentent pas l'intérêt général, la santé. Oui, et c'est ça. Quand tout à l'heure on dit déconfinement. Alors, le déconfinement vient à la suite d'un confinement qui n'a jamais dit son nom. Alors, s'il faut qu'il y ait confinement, si c'est nécessaire, moi j'ai pensé, je faisais partie de ceux qui ont proposé dès le début de couper Douala et Yaoundé de tous les autres localités. L'ordre de médecine l'a proposé. Il est impératif de prendre des mesures dictatoriales pour l'intérêt de tout le monde. Donc, si on voit que tout le monde voit comment Yaoundé et Douala sont des points centraux dans cette contamination-là, on les coupe. Il y a Air France qui annonce que les vols pour bientôt au Cameroun, tout le monde sait que ce sont ces avions qui ont transporté des compatriotes qui
qui sont entrés ici et qui ont répandu la maladie. On peut garder les Camerounais 5 ans à l'étranger si on veut protéger ceux qui sont ici à l'intérieur. Il faut arrêter cette histoire où on va des particularismes à l'intérêt général. Il n'y a pas... Alex, je peux ne pas être d'accord avec sur le fait que, en réalité, nous tous pouvons disparaître. Et ce n'est pas mauvais, il faut savoir que le Cameroun ne disparaisse pas. Alors, pour que le Cameroun ne disparaisse pas, je relativise, c'est-à-dire que pour que le Cameroun ne disparaisse pas, donc, il faut quand même qu'il y ait au moins un jour un Camerounais pour s'assurer que le Cameroun est debout. Dans ces conditions-là, l'intérêt, notre santé à nous tous, est plus important que la santé d'un seul individu au Cameroun. Et parce que de l'affaire des Air France, les gens qui ont été intéressés sur le confinement doivent rapidement dire, parce que personnellement, si j'étais encore bien actif, je pourrais m'organiser pour empêcher que on fasse un vol sur le Cameroun, parce que ça met en péril ma vie ou celle des autres. Parlons à présent de la récente note du directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique du ministère de la Communication, note adressée à RFI au sujet de l'animateur du débat africain, le journaliste Alain Foka. On va commencer par vous, Alex Gustave Azebazé. Comment est-ce que vous analysez cette sortie de Charles Atanganamanda? Inutile. Comment je veux dire, je sais même pas, vous avez dit une note. Si j'ai bien compris, les explications de ce responsable, parce que ce n'est pas un individu, c'est un responsable d'un service public connu, de rang de directeur. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle dans les pays les hauts fonctionnaires de l'État. Je l'ai entendu dire quelque part que non, il s'agissait d'un échange technique entre qu'il a l'habitude d'avoir. Ça, c'est l'échange sur WhatsApp? C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je ne sais pas s'il y a un autre. Je n'ai jamais vu la lettre de M. Atanganamanda de manière physique. J'ai vu une lettre avec objet circuler sur WhatsApp, mais pas le comment je dis, pas le format physique de la lettre. À la différence de RFI, dont j'ai vu la réponse de la directrice dans un document qui est apparu, en tout cas que j'ai reçu le 14 mai. Je veux dire je ne sais pas s'il est de bonnes pratiques gouvernantes que les responsables publics, même si on est chargé de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique, qu'on passe le temps à écrire aux responsables des médias, qu'ils soient nationaux ou internationaux, hein, parce que cette histoire-là semble émouvoir tellement de monde, parce que peut-être c'est un média international, mais tous les jours, les médias camerounais vivent ça. C'est-à-dire que vous voyez des responsables publics qui prennent sur eux d'appeler. Et moi, j'en parle. Lui, Denis, il est responsable de médias. Moi, j'en ai été. J'ai dirigé une rédaction où on vous appelle non pas pour corriger éventuellement une information qui ne serait pas exacte que votre journal. Parce que ça fait partie des règles d'exercice de ce métier. Mais on vous appelle pour vous dire, pour reprocher une opinion qui aurait été exprimée dans le média que vous dirigez, ou que vous encadrez, ou que vous dirigez. Je préfère parler de diriger, ou de rédaction. Mais ça ne se fait pas. Il faut que nos autorités intègrent cela. On n'appelle pas une rédaction pour lui reprocher l'opinion. On dit, tel a tenu une telle opinion, nous avons une opinion contraire. Nous souhaitons donner notre opinion. Mais on ne fait pas une tasse autour d'une opinion que quelqu'un... Moi, je suis à STV aujourd'hui. Pourquoi il faut que demain, on appelle le rédacteur en chef ou le directeur de STV pour lui demander pourquoi est-ce que, en tout cas, le propos de M. Azebazé, pourquoi est-ce qu'Azebazé a parlé comme ça dans sa télévision? Dans ce cas, demandez qu'on ferme les médias. Donc, moi, j'estime que, dès le départ, notre gouvernement ne doit pas encourager ses représentants ou ses agents à procéder de la sorte. Notre gouvernement doit intégrer que l'exercice ou le fonctionnement pluraliste des médias les autorise à recevoir sur leurs antennes, sur leur plateau,
toute personne, y compris celle qui n'agréerait pas, dont les avis et les opinions ne seraient pas conformes ou ne conviendraient pas à nos dirigeants. Si on intègre cela, on n'aura plus ce genre de situation. Alors, sortie inutile pour Alex Gustave Azebazé, cependant, on note aussi bien dans certains médias que sur les réseaux sociaux que la sortie a heurté bon nombre de Camerounais. Est-ce qu'elle vous a autant choqué, cette sortie? Moi, je préfère la ligne qui est prise par Alex, parce que moi, je ne suis pas intéressé. Moi, je ne fais pas les faits divers. Je ne suis pas intéressé par les faits divers parce que le tollé que la note de M. Atamanda soulève est un tollé malsain. Parce que les Camerounais ont rarement des positions de principe. Je préfère qu'on vienne au principe. C'est ce qui est intéressant. Et je précise que M. Atamanda a agi ex-qualité. Et à ce jour, il n'a pas été désavoué par sa hiérarchie. Donc, il a posé des actes de communication assumés par le gouvernement. À travers le MINCA. Et j'estime qu'il est dans son droit de faire sa communication. Maintenant, nous, on parle de journalisme. Il est dans son droit, il est directeur de l'Observatoire. Donc, il est chargé de regarder, de suivre, d'écouter ce qui se dit et de réagir. Il l'a fait. Et il ne nous appartient pas à nous, il ne m'appartient pas à moi, de dire au gouvernement comment lui il réagit. Ils savent comment ils réagissent, ils savent pour quelle raison ils réagissent, mais on revient au principe. Et c'est là où je voulais qu'on en vienne. Il faut mettre ici en accusation la presse camerounaise. Et j'ai fait un tweet. Un journaliste n'accepte de directives que de sa hiérarchie rédactionnelle. Si vous faites le contraire, pas politique, même pas du directeur, rédactionnel. Donc, tous les directeurs de publication, qui sont les rédacteurs en chef des organes de presse, sont comme M. Atamanda et le gouvernement de Pobia. Un patron de presse n'a pas à dire à un journaliste ce qu'il a à faire. Au Cameroun, c'est systématique. Les vrais rédacteurs des articles des journalistes, c'est les patrons. Qui ont des intérêts qui ne sont pas journalistiques, qui ne sont pas professionnels. Donc, si on aborde le sujet de cet angle, ça va nous permettre d'avancer. Alors, ici au Cameroun, le CNC convoque un journaliste de mutation pour avoir repris un article du Monde. On vous convoque. C'est-à-dire que le journal Le Monde, qui est quand même une référence en matière de qualité professionnelle, peut bien la dire. Personne ne les inquiète en France, personne ne trouve à redire à travers le monde. Mais à Yaoundé, on pense à un coup d'état médiatique, on convoque les journalistes au CNC. Et lorsque nous, par exemple au niveau de nos syndicats, on dit il est inadmissible qu'un journaliste soit convoqué dans une instance de répression pour avoir repris un article des autres médias qui ne sont pas créés ailleurs. Ça pose un problème. Il se trouve que, moi j'ai été ici à STV, sur ce plateau, on a demandé à une ancienne présentatrice de ce plateau de me suspendre parce que ce que je disais était contre les intérêts des responsables, pas des propriétaires. Je viens de STV. Je n'aurais pu parler d'ailleurs, je ne parle pas d'ailleurs. Donc sur les télévisions camerounaises, il y en a qui sont suspendus, sanctionnés dans les quotidiens privés, sanctionnés, suspendus, chassés comme des malpropres pour avoir fait son temps. On ne vous accuse pas d'avoir fait une faute. Même vous-même ici sur le plateau, et là il faut que je le dise, vous recevez systématiquement, pas seulement vous recevez souvent des coups de fil bizarres, des gens qui veulent être les rédacteurs en chef de plateau. Pour que je sois là. Nous, moi je suis responsable d'un syndicat qui est le vôtre. Donc au niveau syndical, je suis votre patron. Je voudrais que ceux qui regardent l'émission, pour montrer comment est-ce que ce que nous disons est sérieux, il faut que les gens sachent que je ne vous ai jamais appelé un jour ou un autre pour vous demander, je n'ai pas, si vous appelez, c'est pour dire c'était bien fait. Si c'est mal fait, c'est mal fait parce que c'est d'autorité confraternelle, mais pas parce qu'on serait responsable. Je veux dire que les gens, il faut que les gens comprennent que nous ne sommes là pas là pour défendre le chef. On veut qu'il y ait une clarification sur la franchise professionnelle. La franchise professionnelle qui voudrait qu'on laisse aux journalistes le soin d'être professionnels selon les canons contenus dans la charte des journalistes. Alex Gustave Azebazé, Denis Koebo assimile cette sortie à un fait divers, notamment... J'assimile les réactions à un fait divers. La sortie
il assume, et il est venu, M. Adamana est venu repréciser sa pensée. Et moi, je préfère m'en tenir à ce qu'il a dit. Il y a justement ce vocable, je ne saurais terminer cette émission sans en parler. Il y a ce vocable qui a particulièrement animé l'opinion publique, proximité sociologique. À quoi est-ce que ça renvoie? Quelle interprétation est-ce que vous donnez justement à ce groupe de mots? C'est des thèmes malheureux. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut dire je suis sur ce plateau aujourd'hui, alors qu'il y a peut-être 6 mois, 7 mois, vous ne m'avez pas invité. Mais parce que je m'appelle Azébazi et vous vous appelez Ganzo, je crois. Vous êtes originaire de l'Ouest, il semble. Mais que demain des gens vont critiquer cette émission en disant vous m'avez invité parce que vous et moi, on est tous les deux banniqués. Moi, je préfère, je mets les pieds dans le plat. C'est con. Non, je ne sais pas, on ne dit pas ça à la télé. Mais c'est même bête. Il est impératif qu'on apprenne, ou bien qu'on fasse un effort d'analyser les issues ou les questions que les gens abordent dans l'espace public sur la base des convictions ou des positionnements idéologiques ou comment je le dis, ou politiques des uns et des autres. Ça, oui. Moi, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un puisse imaginer que si M. Foucault, puisque c'est quand même de ça qu'on parle, invite je ne sais pas qui, il avait invité même qui ce jour-là, un activiste camerounais, Kalibir Kalibro. Il semble que c'est un nom interdit pour certains, mais c'est un acteur public. Ces actes me plaisent, ne me plaisent pas, c'est un acte public. C'est même pour ça que les médias parlent de lui, ou l'invitent. Qu'on trouve le moyen de faire un lien entre le fait que cet animateur d'une émission dominicale de sous-média international, RFI, c'est un confrère, on parle des confrères, c'est pas une publicité qu'on l'a fait, aurait invité parce qu'il aurait une proximité sociologique. Au départ, je me demandais ce qu'on appelle proximité sociologique. Il a expliqué quand M. Manda a expliqué à Canal 2 que il pense que la proximité sociologique est la moins pire, si on peut dire ça en français, des proximités, parce qu'il y a proximité affective, proximité sentimentale, proximité économique, proximité je ne sais pas quoi. Je trouve que ça fait un peu malin. Mais chacun a compris ce qu'il voulait dire. En tout cas, moi j'ai compris ça comme ça. Et malheureusement, même RFI a compris ça comme ça. Moi, j'ai lu la note de la directrice de la rédaction de RFI aux autorités camerounaises. Elle dit, et c'est pas bon qu'on dise ça, qu'on réponde si sèchement à notre gouvernement, que nous n'acceptons pas les insinuations que vous attribuez à nos équipes. Comment on peut de Douala ou de Yaoundé considérer qu'un monsieur qui invite peut-être M. Kwebo, Denis Kwebo est président du syndicat national des journalistes du Cameroun. Hein. Si RFI organise un débat demain, ils le font généralement avec moi. Sur la pratique du métier du journalisme en Afrique centrale ou en Afrique, ils veulent inviter un acteur représentatif parmi les représentants. Il invitera Kwebo au titre de ses responsabilités de président du SNC. Il se trouve qu'il est originaire d'une zone. Ils inviteront peut-être le président de telle autre association professionnelle qui est au Nigeria. Il se trouve que ce gars-là, mes amis, les Manéconso, Ousmane, ils sont quelle raison? Est-ce qu'un gouvernement a à aller chercher pour savoir s'il y aurait une proximité sociologique? Bon, je suis désolé, c'est un débat qui est quand même gênant, il est bas. Denis Kwebo, vous allez certainement me dire qu'il est difficile d'être à la fenêtre et se regarder en même temps passer dans la rue, mais vous êtes également président du SNJC, notre syndicat. Avez-vous l'impression, au regard de la façon dont opèrent les médias au Cameroun, que la proximité sociologique des journalistes ou des patrons de presse commande le traitement de l'information? J'ai entendu aussi cette question pour dérouler des éléments liés à la philosophie. Et on a souvent parlé de... Parlons de cette proximité-là. Les intérêts qui sont
déterminant en tout état de cause. Ce sont les intérêts de classe. Les intérêts de classe. C'est-à-dire que il y a de cela plusieurs années, j'ai un ami qui m'a rappelé cela ce matin, où, venant sur ce plateau, j'élaborais sur la tribu de synthèse. Il y a beaucoup de tribus au Cameroun, mais il y a une tribu que beaucoup de personnes ne connaissent pas, la tribu de synthèse. La tribu de synthèse est constituée des ressortissants de toutes les régions du Cameroun, de la petite élite de chaque tribu du Cameroun. Donc, si vous êtes dans le gouvernement de Paul Biya, vous allez voir que Paul Biya s'entend très bien avec M. Niad, qui est de l'Ouest. Il s'entend très bien avec M. Kouété. Il s'entend très bien avec Sanda Omarou. Il s'entend très bien avec le nouveau président de la Chambre d'agriculture, M. Mata. Il s'entend très bien avec la petite élite bourgeoise, là. Il y en a même qui ne sont pas dans le gouvernement, qui ont des intérêts essentiellement matériels avec le régime en place. La presse, c'est ces intérêts-là aussi. C'est-à-dire que la presse peut servir une tribu pour des intérêts matérialistes, pas pour les intérêts tribaux. C'est qu'on dit tribu parce que ça marche. Et puis ça marche, c'est-à-dire que je peux aller voir un baron d'industrie qui est de telle ethnie, je fais semblant de le soutenir parce qu'il est de cette ethnie, mais c'est pour avoir de l'argent. Et on le voit, ça fait peur aussi. Il faut quand même qu'on le dise. Alex a dit qu'il faut mettre les pieds dans le plat. Quand vous allez sur certains médias, moi j'ai attaqué un journaliste qui a parlé de l'ethnie en disant que d'ailleurs je suis de cette ethnie. Il dit non. Il y a des Tutsis, des Tutsis qui ont participé au génocide des Tutsis au Rwanda. Si vous comprenez bien ce que je dis, des Tutsis ont participé au génocide des Tutsis. Donc ce n'est pas seulement les Hutus qui ont participé au génocide des Tutsis. Il y a des gens qui, au nom du tribalisme, du pouvoir interne. Voilà. Donc vous voyez, quand vous êtes dans les logiques extrémistes, ou des logiques, ça dépasse les ennemis. Les extrêmes se rejoignent. C'est-à-dire que les tribalistes de toutes les ethnies du Cameroun, en réalité, constituent une seule et même tribu. Ils agitent le tribalisme comme par avant, et ça se retrouve dans la presse, beaucoup dans la presse, ça se retrouve dans la presse, et ça détruit fondamentalement l'image. Alors, vous n'aimez pas beaucoup que je fasse ce que je vais faire quand je fais ce que je vais faire à présent. Mais est-ce que vous direz, j'aimerais qu'on y aille rapidement. Je peux y aller rapidement, il n'y a pas de problème. Je crois qu'aujourd'hui, je suis préparé à répondre. Est-ce que vous direz que cette sortie de ce haut cadre du ministère de la Communication était opportune? Il n'est pas seulement haut cadre, il est haut responsable. Moi, je n'isole pas. Et là, je vais vous surprendre. Et je vais également mettre les pieds dans le plat. Lorsque le quotidien Le Jour fait une enquête et met à sa une cette histoire de délit de faciès, j'étais ici. Je vous ai dit que c'était un glissement dangereux. Je vous ai dit pourquoi. Je dis que ce soit vrai ou faux, j'estime, pour des raisons essentiellement idéologiques, que c'est un glissement. Parce qu'il y a des choses qui relèvent de la responsabilité sociale du journaliste et il n'y va pas. Et ce qu'on reproche à M. Atamanda, c'est exactement ce que moi j'avais reproché à cette une. Donc la sortie était nécessaire. Comment est-ce qu'elle peut être nécessaire? La sortie était inopportune à une condition. Non, je ne parle pas de la sortie du jour. La sortie de M. Atamanda était nécessaire. Elle était inopportune à une condition. Oui. À la condition que les réactions ne soient pas opportunistes, à la condition que les gens lui disent tous ensemble que ce n'est pas bon. Autant qu'ils diront demain que ce n'est pas bon lorsque ce glissement viendrait de M. Nkwebo, autant que demain, lorsque M. Alex Wissam Azebazé tiendrait les mêmes propos, on va refuser parce que les Gabonais ne viendront pas dicter les règles au Cameroun. C'est entre Camerounais que nous allons rapidement, Alex le disait, savoir qu'il y a des choses qui blessent la moralité publique. Quelle que soit même la légitimité de cette chose, lorsqu'elle blesse la légitimité, la moralité publique, on peut mettre de côté, soit qu'on parle des questions liées à la vie privée, les questions liées à l'ethnie. Quand moi j'étais encore étudiant, journaliste à vous terminez, Denis Kwebo. Il avait été clairement dit dans la charte de mutation
quand nous étions, que on ne fait pas référence, on ne parle pas des gens en faisant référence à leur ethnie. On peut pas de la région, on peut préférer la région à l'ethnie. Parce que si on prend l'Ouest, l'Ouest n'est pas bamileke, c'est faux. L'Ouest, c'est les gens qui vivent à l'Ouest. Le Nord-Ouest n'est pas anglophone ou anglo-ban. Il y a des terminologies qui existent. On ne peut pas concevoir un Cameroun où des gens qui n'ont reçu aucune formation politique décident de classer les citoyens déclasser les populations en tontinards, en sardinards. Si vous le faites, vous êtes en train de construire la dynamique qui va faire en sorte qu'un compatriote pense qu'il est dans son bon droit de parler de la proximité sociologique parce que je suis de la même région que Alex Sousa, mais on est d'accord que sur le principe, on est toujours en désaccord. Vous avez parlé de Maurice Kamto. Oui, quand vous avez parlé de Calibri, il faut aussi parler de Maurice Kamto. En sous-entendu, il y avait une proximité entre Alain Foucault et Maurice Kamto. J'ai une proximité sociologique extrême avec Maurice Kamto. Sauf que, non, il dit bien extrême pour d'autres raisons, sauf que nous ne sommes ni ennemis, ni d'accord. Donc il faut que notre position soit claire. Alex Gustave Azebazé, je le disais, ce sujet nous amène à interroger justement les relations entre les journalistes et les hommes politiques au Cameroun. Lorsqu'on sait que les journalistes, dans le cadre de leur travail, sont très souvent amenés justement à côtoyer les hommes politiques, à quel moment est-ce qu'on peut finalement parler de glissement? Peut-être que cette question, vous auriez mieux fait de les poser aux hommes politiques. Mais le journaliste vit de la relation avec ses sources. Si un homme politique est une source, vous ne pouvez pas empêcher un journaliste d'être en contact avec lui. Moi, si je n'ai pas dans mon téléphone, journaliste politique que je suis depuis bientôt 30 ans, si je n'ai pas dans mon téléphone, si je n'ai pas la capacité de, même si j'ai perdu mon téléphone, de pouvoir joindre au moins, ce serait prétentieux. Le président, bien, je connais le téléphone de la présidente, mais son téléphone, personne ne le connaît pas. Si je ne peux pas, en temps réel, contacter un homme politique ou l'entourage d'un homme politique pour vérifier une information ou bien pour traiter des questions qui concernent son activité ou concernent son truc, c'est que je ne suis plus journaliste. Donc on arrête. Non, le débat qu'on fait là, ça n'a rien à voir avec les relations homme politique-journaliste. Mais Alain Foucault, Denis Kwebo, tant qu'il fait le journalisme, Azebazé, tant qu'il fait le journalisme, est obligé d'avoir et il ne doit pas avoir de relation seulement avec ses amis. Mais non, mes sources ne doivent pas seulement être mes amis. Mes amis doivent m'aider à accéder à des sources qui ne sont pas mes amis. C'est-à-dire que si je sais que Denis connaît mieux telle personnalité, d'ailleurs c'est une obligation confraternelle. Je sais que Denis connaît mieux telle personnalité, je n'ai pas son contact, mais je n'aime pas particulièrement ce type-là pour ses positions politiques, mais mon obligation professionnelle, c'est d'interviewer ce monsieur-là si je suis en train de traiter un sujet qui le concerne. J'appelle Denis. Si je ne peux pas appeler son responsable de la communication, Denis me dit, je sais que Denis a déjà travaillé avec ce monsieur-là, donc il doit avoir son contact. C'est comme ça que ça se fait. Les gens qui pensent que les journalistes qui ont des rapports avec les hommes politiques, c'est des rapports incestueux, n'ont pas compris ce métier. Les gens qui pensent que les journalistes qui ont des rapports avec les responsables d'entreprise pour l'exercice professionnel sont des corrompus, n'ont rien compris à l'exercice de ce métier. Sinon, vous demandez aux journalistes de travailler sur des faits dont ils ne peuvent aucunement assurer l'authentification. Et l'authentification, on l'assure en allant vers les producteurs, non, vers les détenteurs d'enjeux et d'intérêts. C'est les hommes politiques, c'est les responsables économiques, c'est les responsables des organisations, ça n'exclut pas la couverture que nous faisons des accidents que nous voyons dans la rue. Mais lorsque nous voulons, moi quand je veux interroger comment je vais dire, l'accident d'une compagnie je prends un cas de figure, hein, d'une compagnie de transport pour laquelle le ministre aurait fait une sorte de warning. Mais moi, je suis obligé d'interroger le délégué régional ou, à défaut de délégué régional, le directeur des transports terrestres du ministère. Si lui me dit que non, moi, cette affaire-là, c'est géré au niveau du ministre, moi, je cherche à rencontrer le ministre des Transports.
Et je cherche à le rencontrer, soit au téléphone, soit en prenant un rendez-vous avec lui. Et quand on prend des rendez-vous, on rencontre des gens. Donc les journalistes, les rapports entre les journalistes et les hommes politiques, puisque c'est votre question de départ, demeureront, et il est essentiel qu'ils existent. Évidemment, chacun doit rester à sa place. La place du journaliste n'est pas de remplacer l'homme politique. Sur le débat qu'on fait là, depuis cette histoire-là, RFI, parce que je ne vais pas défendre RFI ici, je n'ai même jamais été correspondant à RFI. Je travaille avec pas mal de gens à RFI, mais je n'ai jamais été correspondant. Dans la même semaine, c'est un benchmark que je fais, dans la même semaine, RFI a interrogé 3 Camerounais. Samuel Etofis, sur sa distribution de dons, Dr Abena, qui est infectiologue, qui avait publié un article dans une revue américaine sur les effets, comment je l'ai dit, le risque de déstabilisation de l'ensemble des programmes, paludisme, tuberculose et VIH que finance ou que soutient la communauté internationale. La dernière visite du président Biya à Lyon, c'était dans ce cadre-là. Si on fonce dans l'association chloroquine, azithromycine, parce que dans notre sous-région, il a été établi que l'anophèle est résistante à la chloroquine. L'anophèle qui est le principal vecteur de malaria et de la quine. Elle a fait un autre. RFI, par notre consoeur Karine Franck, l'a appelé. Donc, comme M. Alain Foka est appelé, ou bien est invité un autre Camerounais, quelqu'un d'origine camerounaise, je ne sais pas, jusqu'ici je me demande comment on a pu faire le lien en fait une polémique, ou c'est parce que c'est quelqu'un qui a critiqué le président camerounais, je ne comprends pas. C'est sensiblement la même question. Est-ce que les rapports, les relations entre les journalistes et les politiques existent, elles doivent exister, ce n'est pas une particularité camerounaise. Est-ce que les journalistes camerounais savent faire la part des choses? Alors, votre question renvoie à la notion de prise d'intérêt. La prise d'intérêt. Les rapports entre les journalistes et les sources d'information sont encadrés par la charte de Munich. Sous la charte, les chapitres de la charte de devoir, un journaliste s'oblige à ne pas confondre son métier avec celui de propagandiste. Et là, effectivement, je dois reconnaître en tant que journaliste qu'il y a de plus en plus de journalistes camerounais qui sont devenus des propagandistes. Et lorsque vous êtes propagandiste, quand la charte c'est comme la Bible. La charte est aux journalistes ce que la Bible est aux chrétiens. Donc lorsque vous êtes dans la prise d'intérêt, il y a un problème. Et il faut qu'on explique ce problème ici. Moi, je suis journaliste, j'ai reçu une formation politique, je sais qu'Alex Bazé est également politiquement formé. Le journaliste pratique son métier et peut militer comme moi dans un mouvement UPC sur le Manidem à condition qu'il n'y ait pas prise d'intérêt. Par exemple, lorsqu'il m'a été donné d'animer la communication du Manidem, je suis parti de la pratique du journalisme pour animer cette communication en 2004. Et pour revenir travailler à Mutation, je suis allé au bureau politique de Manidem demander ma mise en disponibilité politique jusqu'aujourd'hui. J'ai été mise en disponibilité. Vous n'avez jamais vu de moi ni un article de presse. Vous n'avez jamais vu de moi une prise de parole au nom de ce parti. Je suis président du syndicat national du journalisme du Cameroun. Vous n'avez jamais entendu qu'il y ait un rapprochement entre le syndicat et le président avec ce mouvement politique. Au contraire, c'est que de temps en temps, vous allez voir que des camarades politiques vont vous dire, mais attends, tu ne peux pas quand même continuer de rester là où tu es. Il y a des Camerounais qui, si vous lisez des posts qui me concernent, même sous mes pages, ils m'attaquent, ils les exigent que Denis Kobo prenne position. Et je dis, mais Denis Kobo ne s'appartient pas lorsqu'il dirige une organisation syndicale des journalistes, parce qu'on a des journalistes qui sont de divers horizons. Quand vous allez sur des plateaux de télévision aujourd'hui, il est là. Moi, je suis les plateaux, je suis pas comme le vrai observatoire, c'est nous. C'est vrai en plus. On voit des journalistes qui posent des questions. Pour une simple question que vous avez posée, on devait vous chasser du Cameroun.
Il y a des non, bien sûr. Non, j'ai pas parce que vous n'êtes plus non, ça va au-delà du métier. On a vu des journalistes. Est-ce que vous savez qu'il y a des journalistes qui incitent à la violence, des journalistes qui incitent à la haine, des journalistes qui incitent au tribalisme, des journalistes qui affichent un parti pris sur les pages des journaux, aux antennes de radio et de télévision, alors que nos rapports aux sources, je reviens, sont encadrés par... Il y a encore dans la convention collective dont nous sommes signataires, la clause de conscience. La clause de conscience voudrait que moi, je suis également une très grande proximité avec le monde des affaires au Cameroun. Quand une grande entreprise dont je suis proche aura un conflit avec une autre entreprise ou avec une personne, je vais me mettre en retrait. Voilà. Et la loi a prévu la clause de conscience pour moi. Donc, rien ne vous oblige à être journaliste et à être le sous-marin. Merci Denis. Il vaut mieux afficher. Moi, je préfère avoir un dernier mot, Alex que d'avoir des sous-marins. On sort un dernier mot et on sort de cette première partie. Un dernier mot sur le sujet et on sort de cette première partie. Sur cette question, non. Moi, j'invite simplement nos autorités à être un peu plus tempérées, posées dans leur rapport avec les médias, qu'ils soient locaux ou internationaux. Il n'est pas bon, même si leurs intérêts politiques leur commandent d'essayer chaque fois d'exercer de la pression au moins psychologique sur des journalistes. Ce qui s'est passé dans la semaine, ce n'est pas absolument à l'avantage de notre image. La preuve, moi, quand j'ai lu la lettre de la directrice de RFI qui parle à notre gouvernement à travers le ministre de la Communication, comme si elle parlait à n'importe qui, moi, je n'étais pas content. Je n'étais pas content. Pour les journalistes, il est important que nos journalistes, Denis a rappelé un certain nombre de principes liés aux chartes professionnelles. Parce que c'est les chartes professionnelles qui organisent les droits et les obligations. Ce n'est pas forcément les lois pénales. Les lois pénales, ça organise toute la société. Mais les chartes professionnelles, c'est celles qui lient les journalistes. Il est important que beaucoup de journalistes camerounais, pas seulement du privé, hein, mais du public également, tous les journalistes. Oui. Parce que des personnes qui ont été formées dans l'école de journalisme, lorsque vous voyez le mélange de gens qu'ils exercent sur le plateau, bien sur les antennes, vous vous demandez si on leur a parlé des chartes. Merci Alex Gustave Azévazé d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, messieurs. Merci Denis Kobo d'avoir été là ce dimanche. Alors, on va prendre ce reportage justement pour changer de panel. Ce reportage qui revient justement sur la fermeture de la polyclinique Marie-O, conformément à une décision du ministre de la Santé publique. Le temps justement, je le disais, de changer de panel. On prend le reportage et on se retrouve ici pour le deuxième sujet. Fin de parcours pour la polyclinique Marie-O à Douala. La présence des scellés sur les différentes portes d'entrée met un stop aux activités de cet établissement hospitalier. Désormais, la clinique elle est scellée, donc ça veut dire qu'elle est fermée, telles que les instructions ont été données. Et nous attendons d'autres instructions contraires. Le responsable, présent dans la suite du préfet du Vouri chargé de la matérialisation de cette décision ministérielle, se dit plutôt serein. Je n'en veux à personne. L'autorité de tutelle, le ministre de la Santé, a pris un acte. Il a demandé à monsieur le préfet du Vouri de fermer la polyclinique Marie-O pour des faits qui lui sont supposément attribués. Républicain, je ne m'oppose pas à la décision de l'autorité et j'accepte. Le scandale ayant suivi le décès d'un septuagénaire le 11 mai dernier à raison de ce centre hospitalier. Déclaré infecté de Covid-19, alors que les membres de la famille évoquaient un accident vasculaire cérébral, les images de la famille réclamant la dépouille de leurs proches ont fait le tour des réseaux sociaux. À grand bruit, face à la résistance du personnel médical, la dépouille a été embarquée dans un taxi réquisitionné à cet effet avant d'être rattrapée plus tard par les forces de l'ordre. Mais dans cette affaire, c'est beaucoup plus la prise en charge onéreuse des patients Covid-19 qui est à l'origine de la décision de fermeture du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Les factures présentes sur les réseaux sociaux font état de montants à 6 chiffres. Ce 14 mai 2020, à la fermeture de ce centre,
Parmi les curieux, les membres de la famille du patient décédé le 25 avril, un cas qui avait déjà attiré l'attention des médias et du ministre de la Santé publique. On a vu que la respiration n'était pas bonne. On dit qu'on cherche, je ne sais pas les mots, mais manque l'oxygène, que celui qui a ça ici. On porte l'enfant, on vient ici, c'était autour de 9h, 10h comme ça, on reste là. Il demande 500 000. Ces enfants ont fait tout pour donner les 500 000. On donne les 500 000. On reste là, il dit qu'il faut encore 1 million. On a donné 1 million de francs. Ça dit que famille, c'est 500 000. À ces derniers, le personnel médical incriminé, médecins spécialisés en gastro-entérologie, dit comprendre leur douleur et leur attitude. Parce que c'est une épidémie qui rend fou. Je comprends les familles des malades qui ont un père qui meurt à 8h et on doit l'enterrer à 14h en Dokbassi ou à Nilon. Mais en même temps, l'État est obligé de protéger la santé de tout le monde. Et quand on connaît nos habitudes face au deuil, tout le monde va tomber sur le corps. Les employés présents sont en pleurs et inquiets sur l'avenir de la polyclinique et de leur emploi dans cet établissement. Ne pleure pas. S'adressant à eux, le directeur se veut rassurant. Vous êtes mes enfants, vous devez vous protéger. Vos emplois ne sont pas menacés. On n'a pas fermé définitivement la polyclinique Marie-O. On a dit de manière suspensive, on a posé des questions, j'ai rapporté, j'ai donné toutes les réponses, j'ai utilisé les voies de recours, c'est-à-dire j'ai fait un recours gracieux auprès du ministre de la Santé publique. Son inspecteur général était là, il a reçu le document, ce sera sur la table de monsieur le ministre de la Santé. Peut-être que les avocats vont aller vers le tribunal administratif, mais j'ai tellement confiance en ce pays que je ne pense pas qu'on sera obligé d'aller jusque-là. Avant cette action, les malades pris en charge dans cette polyclinique située dans le 1er arrondissement de Douala ont été transférés dans d'autres centres hospitaliers de la ville. Plateau justement, ils nous ont rejoints pour parler des derniers développements autour de l'initiative Survie Cameroun, initiative proposée par Maurice Kamto et des proches du MRC pour participer justement à la lutte contre la Covid-19 au Cameroun. J'ai beaucoup de mal à dire la Covid-19 au Cameroun. Maître Georges Teguem du RDPC, il est avocat. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour à mon companéliste. C'était un plaisir d'échanger avec vous cet après-midi. Je suis bien content d'être là et j'espère que chacun, l'un et l'autre, on participera à notre façon à la construction de l'exemplarité dans notre pays. Permettez-moi en 1 minute de présenter mes sincères condoléances à la famille du ministre René Monté, parce que j'étais très proche de lui. À la terre de nos ancêtres, il faut confier son corps et son âme à Dieu. Que la terre de nos ancêtres lui soit jamais légère. Alors peut-être un mot justement sur la fermeture de cette polyclinique à Douala. Le député Jean-Michel Nithieu du Social Democratic Front a justement appelé à la démission du docteur Manaouda Malachi, le ministre de la Santé, à la suite de cette affaire. Écoutez, ce qui s'est produit, je pense qu'il y a une enquête assez sérieuse qui est ouverte en ce moment, mais il me semble qu'il y a des ratés de part et d'autre. D'abord, s'il y a eu un patient décédé, c'est une situation qu'il faut regretter, parce que rien ne peut justifier qu'un homme perde sa vie, parce qu'on a exécuté une décision fut-elle ministérielle. Dessus, je pense que le promoteur de cette clinique aussi, quelque part, il s'est peut-être un peu trompé, parce que lorsque le ministre vous écrit, l'usage commande que l'on réponde aux usagers. Je pense que s'il avait répondu à la lettre de demande d'explication, ce qui me paraissait le plus simple, ou même à minima saisir l'Ordre national des médecins pour demander de l'accompagner dans cette épreuve périlleuse qu'il opposait au ministre. Il me semble que s'il avait fait, la situation aurait été aussi simple, ou alors plus simple à gérer. Bon, maintenant, ne pas répondre à un courrier ministériel et après, on se retrouve dans des situations aussi regrettables. Bon, c'est regrettable, mais c'est une décision et comme toute décision, elle doit être exécutée, elle est exécutée. Maintenant, il a les voies de droit exercées et qui les exerce. C'est un membre du RDPC, je vais le dire. Il était maire
Pourquoi la précision? Pour indiquer que le gouvernement n'a pas agi avec partialité. C'est une décision fortement impatiente. J'ai pensé justement que vous avez dit ça à la suite de... il peut faire recours justement à ces décisions et son recours peut être entendu. Non, c'était simplement pour... C'est bien dit, j'ajoute pour terminer que c'est un membre du RDPC, la décision a été dépourvue de toute partialité. Sur la même question, Alès Guépi. D'abord, bonjour millions de personnes. Oui, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, je tiens d'abord à rappeler qu'il y a toujours nos militants, notamment notre président, le premier vice-président Mahmoud Monta, qui est toujours incarcéré, c'est un prisonnier politique. Et il est urgent, il est important qu'on puisse le libérer. Il y a aussi le cas de M. Palais, qui est un journaliste par rapport à ses opinions, qui est toujours incarcéré. Et j'agresse, avec le MRC, nous agressons nos condoléances à la famille Difort. Nous espérons que la tête de nos ancêtres sera légère. Maintenant, concernant le cas de la clinique O qui a été fermée, il faudrait d'abord saluer la décision du ministre de la Santé qui a pensé d'abord à l'intérêt des Camerounais, il a pensé à prendre cette décision afin d'aider les Camerounais et de rappeler les responsables de cette clinique-là à plus... une fois le MRC salue les actions du gouvernement camerounais. Non, il faut saluer, mais cependant, il faut reconnaître que c'était pas la seule décision qu'il aurait pu prendre. Hein. Il aurait pu faire autre chose. Hein. Il aurait pu faire autre chose. Sortir le fouet tel qu'il a fait. Il faut sortir de ce type de fouet. C'est-à-dire il y a des sanctions alternatives qu'il aurait pu prendre. Il aurait pu sanctionner la personne physique, la personne morale. Parce qu'on se souvient que lorsqu'il a donné qu'on ferme cette clinique, il y a un patient qui est décédé lorsqu'on transfère son corps. Quand on transfère son corps ailleurs, et nous espérons même par ailleurs que la famille de ce patient portera plainte à l'État du Cameroun. Parce que rien ne prouve que ce patient aurait pu rester en vie s'il n'y a pas eu ce transfert. Donc le ministre, en prenant sur lui d'appliquer cette carodade, cette sanction, il a aussi occasionné la mort d'une personne. Et tout acte qui vise qui met en péril la vie d'un Camerounais doit être dénoncé. Donc vous rejoignez en fait la sortie du député Jean-Michel Nitieux. Oui, en quelque sorte, mais il faut prendre la mesure autrement. C'est à la famille de faire le pas. Hein. Donc la famille de celui qui est décédé devrait porter plainte contre l'État du Cameroun afin que ce soit des choses ne puissent plus encore s'avérer. Il faut rappeler que les mêmes incidents ont eu lieu du côté de Yaoundé, où on a vu 4 bébés qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas de couveuse. Il faut rappeler aussi le cas de celui qui est décédé là à Palais d'Edo. Hein, l'élève de Dedo. Le ministre avait plutôt sanctionné le personnel, le directeur, mais il n'avait pas sanctionné, il n'était pas allé sur la personne morale. Donc il faudrait que le ministre apprenne. Donc ça, ouais, des personnes qui avaient émotion. On ne prend pas la chose comme il se doit, on a jamais émotion et ça amène des conséquences très graves. Et il justifie cette sanction-là parce qu'effectivement le ministre a écrit au promoteur qui malheureusement est un cadre du RDPC et nous savons qu'au RDPC avec des alliances qu'ils ont, chacun fait ce qu'il veut, ils ne veulent pas respecter la décision de la hiérarchie que le ministre a cru bon lui rappeler qu'il est son chef au-delà du parti. Donc c'est quelque chose qui passe au sein du RDPC et il faudrait dire qu'ils auraient mieux fait de ne pas mettre la vie des Camerounais en danger parce qu'ils veulent se donner des coups de bâton entre eux. Donc on parle des derniers développements autour de l'initiative Survie Cameroun, initiative, je le disais, proposée par Maurice Kamto et des proches du MRC pour justement participer à la lutte contre cette pandémie au Cameroun, Covid-19. Quelles sont justement les dernières nouvelles en ce qui concerne Alain Fogué et l'audition renvoyée de Christian Pendekouka à l'SGP? Bon. Alain Fogué, il a passé son audition pour Pendekouka. Ça a été renvoyé à un statut ultérieur. Nous attendons toujours qu'on communique à date. En passant, il faille souligner que ceux qui ont été interpellés, c'était le nombre de 6. Et ils ont été interpellés, ils ont été placés en garde à vue dans un commissariat. Ils y sont toujours? Oui, j'arrive. Mais ce qui nous a frappé, c'est que 2 proches de leur famille sont allés rendre visite ou ils ont été arrêtés. Ça, il faut qu'on le dise aux Camerounais. Donc, on s'est retrouvé avec 8 personnes en garde à vue. Les faits reprochés sortaient de l'ordinaire. Maître propriétaire nous a expliqué ces faits-là qu'on les a reprochés. Cependant, ils ont été libérés. Ils ont été tous libérés il y a cela quelques jours. Donc, ils ont été libérés, tous? Ils ont été libérés, ils ont tous été libérés. Mais le fait qu'on arrêter cela, on peut comprendre
des raisons, mais ceux qui aillent maintenant, leurs membres de leur famille qui vont les assister et qu'on les arrête, c'est une violation. Vous savez dans quelles conditions grave. est-ce qu'ils ont été, vous savez dans quelles conditions est-ce que ces membres de famille ont été arrêtés? Peu importe les conditions, ils sont allés rendre visite à ceux qui ont été arrêtés. C'est une violation grave des libertés individuelles. Donc ce n'est pas possible qu'une personne soit incarcérée et que la famille va s'acquérir de ce pour qu'ils ont été incarcérés, ou bien leur apporter l'assistance alimentaire dont ils ont besoin et on les arrête. Donc nous espérons que ce genre de situation ne se produira plus prochainement. Justement, qu'est-ce qu'il en est d'Alain Fogué? Où est-ce qu'il est en ce moment? Alain Fogué, là, il attend encore le convoi, il va répondre à la convocation. C'est une bonne nouvelle finalement, Maître Georges Teghem, que ces militants aient finalement été libérés. Mais qu'est-ce qui peut justifier justement sur le plan légal leur interpellation, ces militants du MRC, alors que selon ce qui nous est revenu, ils distribuaient dans la rue des gels et des masques de protection? Écoutez, déjà je vais corriger tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que l'usage commande qu'on réponde aux usagers, plutôt l'usage commande qu'on réponde au courrier. Cette rectification étant faite par l'homme du docteur Angoula, parce que j'avais dit aux usagers au courrier. Vous me posez une question fort intéressante, mais malheureusement, voyez-vous, de ma posture, je ne peux malheureusement pas vous donner une réponse. Quelle posture de juriste? Voilà, bien. tout à fait. C'est-à-dire que vous me demandez là de rentrer dans une enquête et vous donnez des informations sur une enquête. Vous me demandez de vous dire les mobiles pour lesquels les gens ont été interpellés. Je voudrais simplement peut-être rappeler aussi pour la parfaite compréhension de mon vis-à-vis que non, en réalité, au Cameroun, vous convoquez ne veut rien dire. Vous êtes présumé innocent jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue. Maintenant, lorsque vous venez, personne ne sera déclaré coupable au Cameroun à la suite d'une construction intellectuelle sur un plateau de télévision. Non, ça ne se passe pas comme ça. Au Cameroun, il y a des règles, il y a des valeurs, il y a des instances qui fonctionnent, qui existent. Lorsque vous êtes convoqué dans un commissariat, vous répondez à la convocation. On vous donne les faits qui vous sont reprochés. Ce sont des indices, c'est rien du tout. Les charges, après, ça peut être à la phase d'instruction. Enfin, les preuves, c'est quand le tribunal rend la décision à ce moment. Et il faut même attendre une décision définitive pour qu'on puisse vous déclarer coupable. En attendant, vous êtes présumé innocent. Ce sont des règles, ce sont des principes. Maintenant, vous demandez qu'est-ce qui peut justifier. Je n'ai pas connaissance du dossier. Je ne vais pas commenter une procédure pendant l'enquête. Je voudrais vous faire observer à Mme Léla justement, qui est ici sur STV, vous vous souvenez, il y a quelques années, peut-être que vous ne vous en souvenez plus, certains de vos confrères sur ce même plateau, peut-être par la même émission, avaient commenté une procédure pendant l'enquête à la police judiciaire. Moi, je les ai vus dans le box à Bonandio. Et je peux vous dire que quand j'ai la parole au procureur pour pas réquisition, j'ai vu les sueurs sur le visage. Alors moi, je ne veux pas être dans le box. Parce que la procédure est pendante, on respecte les procédures, on respecte les règles, on respecte le secret de l'enquête. Et je vous dis, même si je suis membre du RDPC, j'ai souvent regretté le fait que, quelquefois, dans la communication gouvernementale, il y a une confusion entre la présomption d'innocence et la reconnaissance de responsabilité. Moi, je souhaite très souvent que, lorsque c'est le cas, et ça je le dis à titre personnel, lorsque c'est le cas, que le gouvernement communique à minima et qu'il dise simplement qu'une enquête est ouverte et s'arrête là. Alex Guépi, avez-vous eu connaissance d'une interdiction préfectorale, un peu comme dans le département de la Léquier, où justement le préfet a interdit la distribution de ces gels? Est-ce que vous avez eu connaissance d'un tel document? Nous, qui? Vous, du MRC, vous qui avez procédé à cette distribution. C'est pas le MRC qui distribue les gels, c'est Survie Cameroun. C'est pas le MRC. Vous êtes membre de Survie Cameroun? Je ne suis pas membre de Survie Cameroun. Vous êtes sur ce plateau pour parler de Survie Cameroun, à quel titre? Bien sûr, j'arrive. À quel titre? Si vous me permettez, il faudrait qu'on dise... Non, je veux savoir, vous n'êtes pas membre de Survie Cameroun. J'ai échangé avec vous pendant longtemps. Je ne suis pas membre de Survie Cameroun, j'arrive. Permettez-moi. Vous êtes donc là à quel titre? Permettez-moi. Il s'avère, au même titre que M. Teghem ici, au même titre, il est en tant que militant du RDPC, il parle de Survie Cameroun, je suis en tant que militant du MRC, je parle de Survie Cameroun. L'initiative Survie Cameroun approche au nom du MRC. J'arrive, permettez-moi. Madame, Survie Cameroun a été créé par le citoyen Camto, cette initiative-là. La loi n'empêche pas aux partis politiques d'accompagner. La loi n'empêche pas aux partis politiques d'accompagner l'action Survie Cameroun. Il y a des militants du MRC qui ont décidé d'accompagner Survie Cameroun. Et ces personnes-là sont identifiables, ils sont là. Certains parmi eux ont été arrêtés. Il y a ceux-là qui n'accompagnent pas le maître direct Survie Cameroun. Et Survie Cameroun, effectivement, il y a des préfets, pas un seul des préfets, qui ont demandé que Survie Cameroun, comme je ne peux pas distribuer les gels concernant Survie Cameroun, nous sommes indignés que les Camerounais, que nous soyons dans une période de pandémie grave, que la vie des Camerounais soit en danger et qu'on empêche de sauver les vies. Parce qu'un masque, un gel sauve des vies. C'est ça que les questions. Nous savons pour nous de quoi est-ce qu'un préfet
va ordonner qu'on ne distribue pas des gels qui permettent de sauver des vies. Et qu'en amont, il y a des initiatives, bien il y a des associations qui n'ont même pas eu l'autorisation, comme il aime si bien le dire, de distribuer des gels. Et qu'en amont, il y a un citoyen, notamment le citoyen Paul Biya, qui aurait fait un don de 2 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun et qu'on mobilise les moyens de l'État. C'est-à-dire, il fait un don de 2 millions de francs CFA. Ce don, quand on repartit, ça fait 5 millions de francs CFA par département. Mais on se rend compte que pour chaque département, notamment avec du thème où je suis régulièrement, on a convoqué le préfet, on a convoqué les 4 sous-préfets, on a convoqué tous les 4 maires d'abord du thème et les adjoints. Donc, et on a loué des tentes. Tout cela a coûté 3 millions de francs CFA. 3 millions de francs CFA. Hormis le carburant. D'où viennent ces chiffres? Je suis avec du thème, madame. Vous êtes? Je suis avec du thème. C'est ma base politique. Et je reviens de là à l'instant. Ça veut dire que les organisateurs... Non, je vais certaine. Ça veut dire que les organisateurs vous ont remis justement les factures. Madame, lorsque vous louez une tente, on connaît combien est-ce que vous louez une tente et les chaises. On les connaît, on connaît ses prix. Et au final, on vous donne des seaux maçons. On se dit bien à quoi ça va servir. On vous donne à peine 1000 masques, dont on évaluerait le coût à 700 000 francs CFA. Voilà des questions essentielles dont on devrait se poser. Suivi, comme nous aurons aimé que le citoyen Biya Paul utilise également ses propres moyens, comme Suivi Cameroun l'a fait, pour distribuer et qu'on empêche et qu'on épargne à l'État Cameroun de dépenser encore de l'argent pour distribuer ces dons du citoyen Biya Paul. Il faut rappeler par ailleurs que le citoyen Office a distribué les dons par ses propres moyens, parce qu'il ne voulait pas que l'État décaisse ou bien dépense pour les Camerounais. C'est la question essentielle. Maintenant, auparavant, quand Suivi Cameroun, quand le citoyen Kamto a remis son don à Suivi Cameroun, on a reproché au citoyen Kamto d'avoir remis ce don à Suivi, qu'il aurait dû lui-même le distribuer. Maintenant, Suivi Cameroun qui a pris ce don est allé remettre au ministère de la Santé. On a refusé en prétextant qu'il y a du distribution. Maintenant, quand il distribue, on arrête ceux qui sont en charge de la distribution. Maître Georges Teghem, en cette période d'urgence sanitaire, qu'est-ce qui peut justifier justement le refus d'un don comme celui-là? Écoutez, moi je pense que monsieur, mon digne contradicteur aujourd'hui, le digne représentant du MRC sur ce plateau, ils ont une manie de vouloir toujours ne pas situer les choses dans leur contexte historique. Comment vous commencez avec cette initiative? Vous commencez par donner un ultimatum au président de la République, ce qui déjà est une faute politique. C'est vrai qu'il y a la pandémie, et je comprends qu'on est en situation de guerre, mais même en situation de guerre, il y a un minimum de droits qui doivent être observés et respectés dans une république comme la nôtre. Si on est un parti républicain, si on est un parti qui aspire à l'alternance, il y a des conditions de l'alternance. On doit déjà se présenter comme un parti républicain. C'est-à-dire on respecte les règles, on respecte les valeurs. Vous adressez un ultimatum à M. le Président de la République. Vous dites que si, dans tel nombre de jours, nous allons constater la vacance de pouvoir, vous poursuivez. Le jour arrivé, c'était 3 jours, je pense. Le jour arrivé, vous prenez 3 décisions. 1. Pas de paiement des factures de quittance de l'électricité par les Camerounais. 2. Que les Camerounais ne sortent plus pendant 14 jours. Et 3. Vous mettez en place cette initiative. Et vous attribuez à l'initiative des compétences qui sont vraiment très spéciales. Ça me gêne parce que je dois même pas être en train de parler du MRC. C'est parce que c'est le thème. Moi, ça ne m'intéresse pas de parler des partis politiques. Pour moi, je pense que lorsqu'on est républicain, c'est votre cuisine interne. Mais bon, je parle de survie, je ne vais pas parler d'un parti politique. Donc, lorsqu'on crée une association comme celle-là dans un pays comme le nôtre, on prend la longue regarde. Monsieur Adeskepi a tenu à faire la démarcation entre Survie Cameroun, les actions du MRC et les actions de Survie Cameroun. Là, je vous interroge justement sur ce qu'on reproche à Survie Cameroun. Je vous donne ce qu'on leur reproche. C'est le MRC qui l'a fait ou c'est Survie Cameroun? C'est ce que je vous dis, ce qu'on leur reproche. Oui. Qui met en place Survie Cameroun? Je vous dis, au départ, c'est un ultimatum. MRC. Puis l'ultimatum, le jour arrive, on met en place 3 choses. 1. Les Camerounais ne sortent pas pendant 14 jours. 2. On demande aux Camerounais de ne pas payer les factures de lumière. Et 3. On met en place l'initiative. Ce qui est aujourd'hui qualifié d'initiative, parce qu'à ce jour-là, ce n'est pas l'initiative. Alors, on indique qu'il y a des comptes bancaires créés. On dit qu'il y a des comptes qui sont verts dans les sociétés de téléphonie mobile. Après, il s'avère que ces comptes sont au nom d'un parti politique. Donc ça, déjà, le gouvernement de la République, conscient de ses responsabilités, prend ses responsabilités et dit, bon, écoutez, pour déjà être une association et faire recours à l'épargne ou alors au fonds public, il faut être reconnu d'utilité publique. Article 11, 90/053. Article 32, 2, il faut être reconnu d'utilité publique. Il faut un décret de son Excellence, Monsieur le Président de la République.
coincé, ça devient initiative. Bien, maintenant que c'est devenu initiative, quand vous demandez, qu'est-ce qui empêche? Quand vous défiez l'État, quand vous défiez l'autorité de l'État, il y a un grave problème de démarche, il me semble. Et lorsqu'on est un parti républicain, lorsqu'on veut participer à l'effort national de lutte contre une pandémie, on ne crée pas une situation juridique en période de pandémie. Parce que c'est une période qui nous interpelle tous. On doit mobiliser les énergies pour combattre la pandémie, c'est-à-dire la Covid-19. On ne doit pas mobiliser les énergies pour être en train de se battre sur une association. Moi, je pense que là-dessus, vous avez peut-être fait fausse route, mais c'est votre droit de faire fausse route, mais c'est aussi le droit du gouvernement de la République de rappeler les règles, de rappeler les valeurs. C'est d'ailleurs une obligation, un devoir républicain de la République de se défendre lorsqu'elle est attaquée. Donc, il est normal qu'on s'interroge sur cette association qui est complètement illégale. On convoque, y compris la loi de 83, le décret de 83, on met sur la route et on constate que cette initiative n'a pas le droit de poser des actes. Maintenant, au lieu de s'arrêter là, l'initiative qui n'est pas reconnue par le gouvernement veut rencontrer un ministre de la République. Et le ministre de la République dit, bon écoutez, si vous êtes ce que vous aviez annoncé au début, moi je ne peux pas vous recevoir, voilà, c'est celui chez qui vous devez aller. Mais on va sur les plateaux, on commence à crier à la victimisation. Il faut déjà être républicain pour réclamer la protection de la République. Si vous avez des problèmes avec les règles, vous avez les valeurs, là, les problèmes commencent à naître. Vous avez évoqué tout à l'heure le don du chef de l'État, et puis je vois que ça vous intéresse beaucoup. Je vais vous faire observer une chose, et puis ça c'est vraiment de caractère général. Si vous allez au port autonome de Douala, je prends Douala parce que nous sommes à Douala, vous allez à Camwater, les DG ont des pouvoirs pour faire des dons à les associations. Ça, je vous le dis, prenez les statuts, vous le verrez. Ils ont des pouvoirs pour le faire. Et ces dons-là, d'ailleurs, ceux qui ont fait déjà le mouvement estudiantin savent qu'en tant qu'étudiants, ils ont parfois sollicité les DG. Et ces dons, ils donnent à certaines associations et pas à d'autres. C'est un pouvoir qu'ils apprécient. On appelle ça le pouvoir discrétionnaire. En vertu de ces pouvoirs discrétionnaires, le président de la République, en tant que chef de l'État, dit, bon, moi, président de la République, je dis, dans ce qu'on peut faire à titre de don, dans les fonds spéciaux de l'État, je débloque. Et c'est l'appareil de l'État en ce moment qui se met en route pour s'occuper de ces dons de l'État. Voilà ce que je voulais faire. Alors, l'autre question, c'est est-ce que finalement, Maurice Kamto, qui est l'instigateur de Survie Cameroun, n'instrumentalise pas au finish l'urgence sanitaire pour créer une nouvelle passe d'âme, une occasion nouvelle pour une passe d'âme entre le gouvernement et le MRC? Non, il n'y a aucune instrumentalisation du citoyen Kamto. Et il faut rappeler, j'ai l'impression que le RDPC distribuerait les points de qui serait républicain ou pas. Vous n'avez pas le monopole de dire qui est républicain, qui n'est pas républicain, désolé. Et pour cela, j'ai cru entendre parler du droit, de l'illégalité de Suivi Cameroun. Maître, vous êtes avocat, je vous pose une question. Vous avez sorti un test tout à l'heure que Suivi Cameroun aurait violé. Je tiens à rappeler dans cette loi, loi 83/002 du 21 juin 1983, sur son article, sur la page à la justice publique, l'AGP, l'article 1er. Je vais me lire l'article 1er. C'est cet article-là qui encadre, qui dit, qui organise l'AGP. L'article 1er, il est écrit, est réputé appel à la justice publique, tout appel de fonds ou de matériel par souscription, quête, collecte, vente dite de charité, tombola ou KMS, auprès des personnes physiques, morales, effectuées sur la voie publique, comprenez bien, sur la voie publique et dans les lieux publics ou ouverts au public, par sollicitation à domicile ou accompagné des moyens de publicité tels que la presse, les affiches et tout autre écrit. Quand j'ai dit cela, cette loi date de 1983. Est-ce que les moyens utilisés pour annoncer la création de Suivi Cameroun a-t-on utilisé la presse écrite ou toute communication écrite? Rappelez-vous ce jour, le citoyen Kamto devait prendre parole dans les médias conventionnels. Il n'a pas fait. Il savait que s'il prenait parole des médias conventionnels, notamment les chaînes de télévision, il l'entrait dans le cadre de cette loi. Alors il a utilisé WhatsApp, Facebook. Est-ce que cette loi, en 1983, WhatsApp, Facebook existait? Non, mais vous êtes avocat. Donc ici, il y a un vide juridique. Parce que cette loi-ci prend en compte la première génération et la deuxième génération des droits humains. La première génération et la deuxième génération. La première génération qui se mélange, qui sont les droits civiques et politiques. La seconde génération qui sont les droits socio-économiques et culturels. Par contre, il y a une troisième génération qui ne prend pas en cause les droits de la solidarité, qui concerne notamment le droit de l'environnement et les droits des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont nouvelles. Malheureusement, le RDPC aurait dû déjà amender ces lois-là
Ils ne l'ont pas amendé. Ils sont pressés en 2008 d'aller amender les lois concernant la limite des mandats présidentiels. Mais ils ont oublié justement à rappeler à mettre que la France en 1983 avait la même loi. En 1991, la France a amendé cette loi. La France a retiré toute communication écrite et a mis toute communication. Parce qu'en 1991, maître, ce que vous ne savez pas, c'est que Internet existait. Ils se sont rendus compte que quand quelqu'un passait sur Internet pour monter un AGP, un aide à la justice publique, alors ça n'entrait pas dans le cadre de cette loi-là. Et plus tard, la France s'est rendu compte que l'AGP regardait, concernait également ce qu'on appelle la comptabilité publique. Ils ont créé, ils ont amendé la loi dessus, et je tiens à rappeler à mettre que depuis 2015, le président Hollande a signé une ordonnance concernant l'AGP où il a introduit WhatsApp, Facebook. Au Cameroun, on dit on aurait violé la loi, mais on n'arrive pas à dire concrètement. J'ai donné les moyens de Dieu. Les moyens de la collecte sont précis dans cette loi. Nous avons utilisé la monnaie électronique qui n'existait pas en 1983. Maintenant, ceci étant dit, je vais dire à mettre sur cette même loi, puisque l'État du Cameroun a également créé une association. Et il est dit dans le titre 2, l'article 3, tout appel à la justice publique est subordonné par une autorisation. Et on dit à l'article 4, peuvent solliciter l'autorisation de faire appel à la justice publique. On dit toute administration ou établissement public ou parapublic. Cela veut donc dire que ce que notre a dit, que l'administration comme le port autonome pouvait montrer un AGP, c'est faux. Pour que le port autonome monte une AGP, il faille qu'ils aient une autorisation. Et il a aussi dit tout Camerounais âgé de 21 ans, tous Camerounais âgés de 21 ans jouissant de ses droits civils. Donc, l'Espagne Camto a 21 ans. Voilà pourquoi cela fait. Mais vous êtes sans ignorer que le professeur Camto est le formateur des formateurs de vos formateurs. Vous ne pensez pas que l'Espagne Camto serait en mesure de mettre sur pied une initiative et il va violer les lois. Non, monsieur Maître. Ce qui gêne, ce qui dérange pour RDPC, c'est quoi? C'est que nous avons aimé que M. Attange, le ministre de la mission territoriale, en critiquant l'initiative privée telle que Suivi Cameroun et avec aussi celle du PCN à l'époque qui avait été montée, nous aurions aimé qu'il nous montrât l'autorisation parce que le décret 1985 donne les conditions qu'il faut pour avoir l'autorisation. C'est bien le ministre de l'AT qui donne cela, qui donne l'autorisation. Nous aurions aimé qu'ils nous disent j'ai autorisé, parce qu'on a dit toute administration. L'État du Cameroun est une administration. En son plus haut lieu, M. Biapol, qui est président qui est au chef de l'administration, nous avons qui nous disent j'ai autorisé l'État du Cameroun à créer ce fonds de solidarité. Il n'a pas fait. On place là 2 poids 2 mesures. C'est parce que l'État aurait violé une loi que le suivi Cameroun aussi va aussi être violé. Non. Mais cependant, il est clair qu'on assiste là à une politisation de la chose. Et je tiens aussi à rappeler que ce qui gêne dans l'AGP, c'est parce que, je vais prendre le cas de la France, puisqu'on a tout copié. Ils ont pris cette loi en France en 1983. C'est que l'AGP en France, par exemple, dans la loi de 2003, je suis dans la date pour qu'ils cherchent, il est écrit, vous pouvez commencer un AGP, mais si vous atteignez, si vous collectez 1300 €, vous devez maintenant avoir l'autorisation. C'est-à-dire vous pouvez lancer un AGP sans autorisation. Maintenant, il a aussi dit, permettez-moi, il a aussi dit, ils prennent tout copie sur la France. Non, mais sauf que permettez-moi pour chuter. Oui. Pour chuter. Il est aussi dit que lorsque les gens ont fait des collectes et que les collectes, vous avez atteint 300 personnes qui ont cotisé, vous devez saisir l'autorisation dans l'arrondissement où se trouve votre siège. Donc, ce qui dérange, c'est quoi? L'État du Cameroun a lancé une collecte. Malheureusement, les gens ont donné des sommes faramineuses, 100 millions, 250 millions de francs CFA, mais il n'y a pas eu 100 personnes qui ont cotisé. Le président de la République, là, c'est le citoyen Paul Biya qui aurait créé cette collecte-là. Lui-même, il n'a pas confiance à cela. Il a préféré esquiver cette collecte-là, aller donner plutôt à une autre entité. Et malgré les fonds qu'ils ont cotisés, Suivi Cameroun, peut-être on aurait cotisé à peu près 500 000 €, bien 800 000 €. Mais il savait qu'il y a plus de 10 000 à 15 000 Camerounais qui ont cotisé. C'est ça qui dérange. C'est que la qualité de celui qui lance l'appel, dont le président
Paul Biya qui lance l'appel pour le fonds de souveraineté. Le peuple ne suit pas, mais il préfère suivre un citoyen Kamto parce qu'ils ont confiance en lui. Donc vous me revenez, c'est l'occasion d'une nouvelle passe d'âme non, c'est pour dire entre Paul Biya et Maurice Kamto. Non, c'est eux qui créent parce qu'ils se rendent compte que le citoyen Kamto lance un appel. Et il y a plus de 15 000 Camerounais qui souscrivent à cet appel, tandis que le citoyen Biya-Paul, qui est le président de la République de fait, lance le même appel, à peine 100 000 personnes. Et je tiens à rappeler pour l'appel du Fonds de souveraineté nationale qu'ils ont lancé au RDPC, ils ont même, ils ont dit que les entreprises qui ont les 250 millions, on les a promis des allégements fiscaux. Vous comprenez un peu? Donc les Camerounais n'ont pas mis de l'argent. Eux-mêmes, M. Tegem qui est là, a-t-il mis ses 5 francs dans ce fonds? Non, maître. Mais encore à l'Esngepi, l'administration camerounaise veut finalement donner une couleur politique à la lutte contre cette pandémie. Vous savez, je suis absolument surpris par l'Esngepi. Mais M. Ngepi, il ne faut pas avoir des lectures à troubles. Vous ne vous rendez même pas compte que vous dites des choses et le contraire. Vous faites des affirmations, vous dites même des choses que je n'ai pas dites. Vous dites que moi j'ai fait observer ici tout à l'heure que j'ai souligné que le port a fait recours à l'appel à la générosité publique, c'est pas ce que j'ai dit. Et M. Ngepi, voyez-vous, je n'ai pas de droit de vous faire la leçon, mais je suis un peu embêté lorsque vous disiez tantôt 2008. Moi je pensais que 2008 était clos puisqu'on était ensemble au gouvernement. Il faut parfois, M. Ngepi, c'est justement quand on a des attitudes comme ça, et puis moi je le regrette, parce que parfois quand on a des attitudes comme les vôtres là, on se trompe lorsqu'on s'exprime. Il faut être juste, il faut rester modéré, il faut rester pondéré, rester bien sur ses deux pieds, avec la tête sur les épaules. M. Ngepi, excusez-moi, je ne vous fais pas de leçon, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais voyez-vous, on est en République, il faut savoir qu'on a une heure de grande écoute et que ceux qui nous écoutent doivent savoir qu'on est un peu sérieux. Il faut être sérieux. Vous dites que comme ils aiment aller en France, qui aime aller en France? Le RDPC. Il faut arrêter avec de tels propos. Nous sommes un État souverain, nous défendons l'État du Cameroun et les Camerounais nous ont fait confiance pour défendre le Cameroun, défendre la République, défendre ce pays partout où il doit être défendu. C'est le mandat que le président de la République a reçu. Le mandat, c'est vous devez défendre le Cameroun des régions, le Cameroun en son entier. Défendre son rang dans la sous-région. C'est notre mandat et nous le défendons, monsieur, avec la plus grande rigueur, la plus grande autorité. Maintenant, relativement à tout ce que vous venez de dire, vous avez fait des observations en disant qu'on n'a pas respecté la loi. Vous-même, en lisant la loi, vous avez dit les administrations. Vous avez dit que l'État du Cameroun n'a pas respecté la loi, alors que vous aviez encore observé vous-même que le président de la République a mis en place le fonds de solidarité. C'est ça le décret de la reconnaissance d'utilité publique. C'est cela, monsieur Ngepi. C'est ce que vous n'avez pas. Le président de la République a pris le texte. Et vous dites que par les moyens de recours au fonds public, ah non, vous avez dit quoi? Tantôt vous disiez que la presse privée, la presse, mais monsieur, avant d'en arriver là, vous oubliez de mentionner que vous avez mis en place Suivi Cameroun en disant que c'était une association. Et justement, la loi sur les associations 90/053, c'est que pour faire recours, il faut être reconnu d'utilité publique, il faut un décret de son excellence, monsieur le président de la République, que vous n'aviez pas. C'est aussi simple de le dire et de le reconnaître. Moi, j'ai vu mon ami et frère Ndiou, lorsqu'il évoquait pour la première fois le terme initiative. Moi, j'étais à rire, à me dire, mais enfin, pas à rigoler, à me dire, mais enfin, il a trouvé quand même une formule pour essayer de sortir les griffes de la loi. Mais voyez-vous, la loi est dure, c'est la loi. La loi dans un pays comme le nôtre, elle doit être respectée. Moi, je souhaite, enfin, je préfère ne pas me battre avec vous. Je pense que j'ai suffisamment su tout ce que vous venez de dire pour que vous compreniez. Je pense que pour ne pas beaucoup me battre avec vous, M. Ngepi, le Cameroun est dans une situation sanitaire regrettable. Vous voyez bien la Covid, ce qu'elle fait. Je pense que nous devons tous nous mobiliser pour combattre la Covid. Et après, on fera voir nos divergences politiques. Les problèmes politiques, on les met un peu au garage, au parking, et après on en discutera. Je voudrais, pour terminer tout à fait, être complet sur le sujet, vous dire que c'est pas parce que vous aurez mobilisé ces fonds-là que vous allez soigner les patients du Covid. Ce qu'on veut, c'est aider le Cameroun dans le cadre des mesures préventives, d'éviter de tomber dans la maladie. Maintenant, c'est une maladie qui n'est pas très bien connue. Nous tous, y compris dans le monde entier, on se cherche. Nous tous, on cherche la véritable, ou le filon qui va permettre de soigner complètement la maladie. Nous avons la chance au Cameroun d'avoir quelques personnes qui se sont proposées de nous accompagner, de nous aider. Et le gouvernement de la République est à leur côté, même si il faut aller avec un peu de réserve. Maître, sans pour autant commenter l'action en justice, j'aimerais tout de même avoir des explications sur les chefs d'accusation retenus contre Alain Foguet, suspicion de blanchiment de capitaux, escroquerie du peuple camerounais et financement de la résistance aux institutions de la République, selon le porte-parole de Maurice Kamto. Ces chefs d'accusation
ne serait pas répertorié dans le code pénal. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Je voudrais vous dire une chose. Vous voyez ce que je vous disais tantôt, c'est que vous trouvez ça où? Léla, où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est un gars du MSC qui vous l'a dit. Vous voyez que, c'est pourquoi je vous dis, faites attention lorsque vous écoutez. Ils sont répertoriés dans le code pénal? Écoutez, je ne pense pas. Le code pénal, ces infractions-là, je ne pense pas. Mais faites attention parce que... Oui. Qu'est-ce qu'il risque d'oser? Il y a des lois spéciales. Parce que les infractions ne sont pas uniquement prévues par le code pénal. Si vous prenez la loi 90/053 sur la liberté d'association... Là, c'est une explication juridique qu'on attend, en fait. Oui, c'est ce que je veux vous dire. C'est que si vous prenez la loi sur la presse, il y a des infractions spécifiques qui sont prévues par un texte de loi. C'est-à-dire, un texte de loi peut créer une infraction. Puisque c'est du domaine de la loi, dit la Constitution, la définition des infractions. Bon, maintenant, je ne sais pas, parce que vous voulez m'amener à parler d'une procédure. Je vous ai dit, je ne sais pas. Je veux juste avoir l'éclairage de droit que vous êtes. L'homme de droit que je suis, je vous dis tout de suite. Est-ce que ça n'existe pas dans le code pénal? Le code pénal camerounais, enfin, je ne sais pas, vous avez énuméré les trucs parce que peut-être... Alors, suspicion de blanchiment de capitaux, escroquerie du peuple camerounais et financement de la résistance aux institutions de la République. Écoutez, l'escroquerie est prévue par le code pénal camerounais. Oui. Et quoi, les institutions de la République aussi? Financement de la résistance aux institutions de la République. Ah, ça peut-être un texte spécial. Donc l'escroquerie, oui, c'est prévu par le code pénal. Escroquerie du peuple camerounais. Non, l'escroquerie est une infraction. Maintenant, escroquerie de Leila, escroquerie de M. Ngepi, escroquerie de Pierre ou de Paul. Maintenant, escroquerie du peuple camerounais. L'infraction, c'est pas comme ça. L'escroquerie, c'est une infraction. Maintenant, ce qui accompagne, c'est-à-dire la victime, c'est quelqu'un de déterminé. Le peuple camerounais, là, le gouvernement de la République ayant un mandat pour le défendre, peut-être le gouvernement de la République a pensé qu'il agissait au nom du peuple. Là, c'est peut-être dans ce cadre qu'ils le disent. Mais je vais être encore tout à fait réservé parce que je vous dis, je n'ai pas pris connaissance du dossier. Et si vous voulez simplement savoir... En fait, oui, c'est juste l'éclairage de l'homme de droit que vous... justement, partant de cet éclairage-là, vous avez dit que escroquerie est effectivement dans le code pénal. À quoi est-ce qu'il s'expose? Qu'est-ce qu'il risque? Écoutez, la peine est prévue par le code pénal 5 à 10 ans. C'est la peine prévue par le code pénal. Donc maintenant, je vous ai dit, ça, je suis exclusivement en train de parler théorie juridique. Je n'entre pas dans les procédures pendantes. Ça, j'insiste dessus avec la plus grande fermeté. Lorsqu'une procédure est pendante, moi je suis avocat, j'ai un devoir de réserve, surtout que je n'ai pas pris connaissance du dossier. Si je l'avais pris, je serais encore plus réservé. En tant qu'avocat, je vous dis, on n'a pas commenté les procédures pendantes. Lorsqu'elles sont pendantes, elles sont pendantes. Il y a des règles qui doivent être observées. Nous sommes dans une république exemplaire qui est en construction et pour la construire, nous devons respecter la présomption d'innocence, nous devons respecter le principe du procès équitable, nous devons respecter les droits de la défense et nous devons absolument comprendre que les gens qui sont poursuivis ne sont pas déclarés coupables. La culpabilité, c'est à l'issue d'une décision de justice devenue définitive. Allez-y, allez-y. Oui, je veux dire, ma maître, quand on qualifie les faits, on se base sur la loi. C'est la loi qui dit comment est-ce qu'on qualifie les faits. Lorsqu'on a qualifié les faits qui ne sont pas encadrés par la loi, on parle d'abus de pouvoir. Donc on va mettre d'abus de qualification, c'est-à-dire celui qui a qualifié les faits a outrepassé la loi. Maître, vous devez savoir, vous savez très bien que le problème du Cameroun, c'est parce qu'il y a des décrets écrans, c'est-à-dire des décrets qui sont là et qui empêchent de voir la loi. Il y a aussi des lois écrans, des lois qui sont là qui empêchent de voir la Constitution. Et il y a un abus de qualification. Il y a un abus de qualification. Pour vous avez lu là, on ne peut pas comprendre qu'on puisse dire escroquerie du peuple. Qui? Le peuple mis pour qui? En parenthèse. Et je tiens aussi à rappeler à Maître que vous semblez nous faire comprendre que le citoyen Kamto, ou bien qu'un homme politique, ou bien Alex Ngepi que je ne peux pas interpeller le président de la République. Monsieur Maître Kem, j'ai ce droit. Si M. Biapol est mon président de la République, même si j'estime qu'il est défait, c'est-à-dire qu'il est le président de la République qui aurait usurpé une fonction qui ne l'appartiendrait pas, même dans les pays où il y a un coup d'État, ceux qui exercent la fonction le sont et ils ont le droit de rendre compte. Il y a ce qu'on appelle rendre compte aux citoyens. Lorsque je passe 35 jours sans nouvelles de mon président de la République, vous allez dire que le président de la République signe des décrets. C'est vrai. Par les décrets, le président de la République prouve au Camerounais qu'il est bel et bien là. Mais il y a aussi le fait que le peuple a besoin d'entendre, savoir, même de le voir. Rappelez-vous, Madame Léla. C'est un autre débat. Non, c'est pas notre débat. Non, c'était juste pour lui reprendre. Permettez-moi, si vous me permettez, juste pour lui faire comprendre que en 82, lorsque le feu président Mogadjou démissionnait, il avait passé un message, c'est-à-dire qu'il avait parlé au Camerounais, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'il y a une crise sanitaire comme la Covid-19 qui sévit au Cameroun, il est normal qu'un Camerounais demande à son président de prendre des actions dans tous les pays. Vous savez, la première personne qui doit sensibiliser, c'est le président de la République dans tous les États. On a vu les souverains,
On a vu les présidents laver les mains, dire à la population, laver les mains. La Covid-19 est réelle. On a vu ces présidents pour aborder les masques. Donc, lorsque le citoyen Kamto demande à ce que M. Biapol puisse, lorsqu'il donne un ultimatum, il est dans son droit, parce que M. Biapol est son président, et M. Biapol devrait... M. Biapol est le président de Maurice Kamto. Non, de fait, de tous les Camerounais, de fait. Il sait très bien de ce que je parle. Nous n'avons pas un problème à ce niveau. C'est-à-dire, même si vous avez pris le pouvoir par les armes, vous vous imposez comme une dictature militaire, et que vous dites que vous êtes le président de la République, une fois que les institutions vous respectent et vous obéissent, vous êtes le président de la République, ça ne se pose pas. Ça ne se pose pas. Donc, je tiens à dire à Maître qu'il ne faut pas politiser le débat, il a raison. Et je suis surpris que Maître demande qu'on ne politise pas le débat et qu'il veut soutenir le fait qu'on arrête les militants, qu'on arrête les personnes qui sont en train de distribuer les dons. Et je tiens à dire à Maître que toute initiative qui viserait à sauver une seule vie devrait être appréciée. Nous avons apprécié les 1 milliard, les 40 francs que l'État du Cameroun a donné à chaque Camerounais. Nous avons dit que c'est une bonne chose, même si c'était insuffisant. Parce que 40 francs a permis de sauver des vies. Monsieur Maître Kegem, il est important, vous devez comprendre, que lorsqu'un préfet demande qu'on ne distribue pas ses gels et ses masques, il est en train de mettre en cause la vie des Camerounais. Je tiens à rappeler qu'il y avait 6 000 masques chirurgicaux qui devaient être distribués et que le ministre a refusé de prendre ces masques-là. Pendant ce temps, on s'est rendu compte qu'il y avait des hôpitaux qui manquaient de masques. Alors, qui manquaient de masques, donc quand le ministre l'a fait, il faut qu'il se rende compte que les médecins ou bien les infirmiers ou bien le corps médical qui pourrait être infecté, ce sera de sa responsabilité. Donc il est urgent, vous en tant que membre du RDPC, vous qui êtes au parti au pouvoir, de rappeler vos amis, vos collègues, de bien vouloir permettre à Suivi Cameroun de distribuer tous ces dons que les Camerounais ont mis à disposition de Suivi Cameroun afin de sauver les vies. Mettre un autre petit éclairage juridique. Est-ce qu'on peut parler d'escroquerie sans qu'il y ait de plainte au préalable? Je veux dire que la justice peut s'auto-saisir dans ces cas-là, parce qu'on parle d'escroquerie du peuple camerounais. Écoutez, le procureur de la République a le pouvoir d'opportunité des poursuites. C'est ça le procureur de la République. C'est-à-dire que nous sommes ici maintenant, vous vous imaginez qu'ici il y a un problème. On descend là, vous trouvez 2 policiers, ils disent qu'il a reçu instruction du procureur de nous interpeller. Oui, c'est légal. C'est ça le procureur de la République. Parce que c'est ça le principe d'opportunité. Dans ses pouvoirs de fonction d'opportunité, il est libre. C'est ça le procureur de la République. Il juge opportun les poursuites, il exerce les poursuites. Et M. Nguepi, et puis vraiment, je suis toujours en train de vouloir m'adresser à vous, ça me gêne. Et quelquefois, je suis bien obligé de répondre parce que vous dites des choses qui sont tellement graves. Vous dites qu'un citoyen doit interpeller le président de la République. Je ne dis pas le contraire. Mais allez tout de suite, vous lui écrivez, il va vous répondre. Hein. C'est votre droit d'écrire au président de la République. Mais simplement, lui donner un ultimatum, c'est là où le problème commence à naître. Lorsque vous donnez l'ultimatum, vous dites que bon voilà monsieur, si vous ne vous exprimez pas dans 3 jours, je considère qu'il y a vacance de pouvoir. D'abord, sur le plan légal, vous n'êtes pas fondé à constater la vacance du pouvoir. Le texte de la Constitution dit qu'il y a qualité pour constater la vacance du pouvoir. Et dans une république, notamment la république exemplaire en construction, nous devons apprendre à respecter les textes de loi. Et puis, vous parlez d'un préfet de la République. Le préfet est le représentant de l'État. Moi, je comprends les techniques du MRC ou alors vos techniques. Mais je vous dis une chose, M. Nguepi. Dans une république, il y a des règles, il y a des normes, il y a des valeurs. Il faut les respecter. On n'est pas au village. Et dans la république, il faut avoir un sens de l'État, un sens du service public. Le sens de l'État, justement, transcende ce que vous dites là. Parce que l'État est le garant de l'intérêt supérieur ou de l'intérêt général, de l'intérêt de la nation. Le préfet représente l'État et tout le gouvernement et tous les ministres. Le préfet dans un département. Il dit qu'il représente le gouvernement et tous les ministres. Quand il s'exprime, c'est l'État qui s'est exprimé. Si vous attaquez au préfet, vous attaquez à l'État du Cameroun. C'est ce que je voulais vous faire observer, parce que vous dites qu'il n'est pas normal qu'un préfet, à partir du moment où il est saisi par sa hiérarchie, lui indiquant que voilà, cette association est illégale, même que ce soit n'importe quel ministre de la République, son devoir à lui, c'est de défendre l'État qu'il est en charge de défendre au sein du département. Ça, c'est le sens de l'État.
Et quand vous savez, vous comprenez ce qu'on appelle le sens de l'État, vous comprenez tout à fait qu'on n'est pas dans une situation où, dans une campagne, on peut dire que le chef du village ou le chef d'un quartier a décidé. Non, c'est l'État qui est question et de l'État. C'est le préfet qui est en charge de défendre l'État. Alex Nguepi, au regard de tout ce que l'initiative rencontre justement comme obstacle, quelles sont les chances de survie Cameroun? Survie Cameroun, vous savez, j'ai tantôt dit, j'ai expliqué. D'abord, celui Cameroun ne viole aucun test. Celui Cameroun est légal. Bon, maintenant, comme il y a des personnes qui pensent qu'il faut forcément une autorisation, et le président Pénakoutra l'a dit, lorsque vous montez une initiative, donc Suivi Cameroun, il a fait savoir que rien n'empêche à Suivi Cameroun de satisfaire à leur démagogie en cherchant à se légaliser conformément à leur dit. Donc, Suivi Cameroun... Ah d'accord, donc il y a des chances que Suivi Cameroun essaye de justement rentrer dans la légalité. Dans leur légalité. Enfin, je veux dire au sens du MINAT. Non, oui, dans la légalité de ce régime autocratique, c'est-à-dire Suivi Cameroun peut le faire, juste pour leur plaire, pour que le peuple dise, pourquoi on ne dise pas que non, ils sont illégaux, non, il peut le faire. Vous savez, je tiens à rappeler que, comme tout à l'heure l'a dit Maître Guillaume, que l'État est garant de l'intérêt de la nation, l'intérêt public. Oui, mais seulement, vous savez, vous êtes conscient, Maître, que dans ces principes-là, le citoyen lambda se méfie de l'État, il se méfie des pouvoirs qui incarnent l'État, notamment du pouvoir exécutif. C'est-à-dire, on a tendance que les gouvernements confondent l'intérêt gouvernemental à l'intérêt public. Ici, on parle de l'intérêt public qui n'a rien à voir avec l'intérêt gouvernemental. Donc, si vous confondez l'intérêt gouvernemental et l'intérêt public, je vous dis, ce n'est pas possible. Parce que les citoyens, vous savez que les citoyens il y a toujours un sentiment de suspicion. Lorsque les gouvernements prennent une décision, le public, bien les citoyens ont toute tendance à se poser des questions, parce que les gouvernances sont faites pour durer, sont faites pour conserver le pouvoir. Donc, venir nous rappeler cela, c'est pas de bonne guerre, car nous sommes tous conscients que l'intérêt, donc, Suivi Cameroun est en train de se battre, c'est l'intérêt public. Et pourquoi c'est l'intérêt public? Tout à l'heure, j'ai dit, lorsque l'intérêt public, déjà, quand on doit atteindre 300 donateurs, c'est pourquoi est-ce que, Maître ne va pas me contredire dessus, quand vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, on vous demande de recueillir 30 signatures, 10 dans chaque région, 300 signatures, 30 dans chaque région, ça fait 300. Une fois que vous avez recueilli ces 300 signatures, votre candidature devient une candidature publique. Vous comprenez? Elle devient une candidature publique. Donc, l'intérêt public, et les Camerounais ont cotisé à plus de 10 000 à 15 000 Camerounais ont cotisé pour Suivi Cameroun. Donc Suivi Cameroun devient donc une initiative publique dont l'intérêt concerne essentiellement la population. Donc venir nous faire croire qu'un ministre pourrait prendre décision de combattre Suivi Cameroun en estimant que l'intérêt qu'il préconise serait l'intérêt public. Je dis c'est faux. Du fait déjà que les Camerounais se soient rassemblés à plus de 10 000, prouve que cette initiative pour l'intérêt public et non le contraire. Alors, Maître, on sort sur cette question. Est-ce que avez-vous l'impression, finalement, au regard des obstacles rencontrés par Suivi Cameroun depuis sa mise sur pied, qui ne demande finalement qu'à participer à la lutte que mène le gouvernement camerounais contre le Covid-19, que l'intérêt général préoccupe finalement l'administration camerounaise, préoccupe finalement le gouvernement camerounais? Écoutez, le gouvernement camerounais n'est habité que par l'esprit de défendre l'intérêt général. C'est simplement que, voyez-vous, et M. Nguepi a lu tout à l'heure la loi, il a bien dit les personnes physiques. Vous avez lu la loi, vous avez dit les administrations, les personnes physiques. Je veux dire, au-delà des lois, au-delà de ce qui est légal. Je vais revenir dessus. Justement, des Camerounais. Justement, l'intérêt général ne se fait que dans un cadre légal. Madame Léla, voyez-vous, on ne sera pas une république bananière. Ce que vous dites là, c'est qu'on revient à l'état de nature. Pour que l'intérêt général soit garanti et sauvegardé, il faut que ça se fasse dans un cadre légal. Ça veut dire que demain le président Biya dit, bon voilà, l'intérêt général voudrait que je fasse une purification ethnique au nord-ouest et sud-ouest. Il décide de purifier. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, d'autorité comme ça, dire ceci constitue l'intérêt général. Non. Il y a des techniques d'appréciation de l'intérêt général. Si, par exemple, il dit aujourd'hui que bon, l'intérêt général voudrait que pour que ça marche, il faudrait, par exemple, fermer toutes les personnes qui ont ouvert, je ne sais pas moi, une structure à quoi il vient fermer. Non.
Il y a un cadre légal pour le faire, il faut que la légalité soit observée. C'est pour ça que dans une république n'existe que parce qu'il y a des règles. Sans règles, il n'y a pas d'État. Et vous ne pouvez pas, comme le fait M. Nguepi, passer une stratégie. Vous savez, en matière d'infraction d'escroquerie, la loi dit ceci, enfin, les juristes ou la doctrine dit que c'est lui qui met en place une stratégie bien élaborée pour difficilement prétendre être de bonne foi. Vous avez vu tout à l'heure, il met en place une stratégie, il va chercher sur 300 électeurs, tout ça pour rechercher. Ça montre que c'est lui qui met en place une stratégie très bien élaborée. Et lorsqu'on est comme ça, on peut difficilement prétendre être quelqu'un qui défend l'intérêt général. Oui. Donc voilà ce que je vous ai dit, madame. Merci. On va sortir en 30 secondes parce qu'on a que l'intérêt général doit respecter les droits fondamentaux, de un. Et aussi à mettre que la République existe qu'il y a des règles, mais la République également existe s'il y a les citoyens. C'est-à-dire, pour qu'on parle d'État, il faut 3 choses soient réunies. Il faut un territoire, il faut une population et il faut l'ordre gouvernant. Mais l'ordre gouvernant constitue les 0,01% des populations. Donc en fait, c'est les seules populations qui sont souveraines. Et les seules populations qui votent les lois. Donc vous ne pouvez pas venir cela nous faire comprendre que l'intérêt général serait du fait des lois. Non, oui, ces lois-là sont votées à partir du moment où l'État, où ces lois-là, où le peuple, où les populations mettent en cause ces lois et que les populations décident de tout déterminer par rapport à cela, alors ça passe. Voilà pourquoi on dit nécessité fait la loi. Nécessité fait la loi parce que les Camerounais ont décidé qu'il y avait un problème et ce peuple-là a décidé de monter une initiative suivie Cameroun pour se venir en aide. Et ça, M. Tegem, vous êtes juriste, vous savez qu'aucune loi ne peut venir contre cela. C'est le peuple lui-même qui décide ce qui est bien ou mauvais. Merci Alès Nguepi. Merci Alès Nguepi d'avoir accepté. En une phrase, juste de lui répondre, c'est en une phrase. Monsieur Nguepi, voyez-vous, lorsque vous dites nécessité fait loi. Bien sûr, et vous le savez. C'est pas un adage. Monsieur, c'est un adage. C'est pas un adage, monsieur. Je ne pose pas la question. Non, c'est pas un adage. Je vous en informe. C'est pas tous les doctrines le disent, c'est pas un adage. Nécessité fait loi, c'est pas un adage. Je vous explique. On parle de l'intérêt public. Et c'est le peuple qui fait la loi. Et c'est le peuple, monsieur Tegem, dans la Charte des Nations Unies, il est bien précisé que le peuple décide d'elle-même ce qu'il juge opportun. Alès Nguepi, allez-y mettre. Monsieur Nguepi, dans un État, il y a le principe de la hiérarchie des règles. C'est constitution, c'est loi, c'est décret, c'est jurisprudence et c'est doctrine. Bien sûr. Quand il y a la loi, ceux qui sont en bas ne disent rien. Dans la constitution, la loi. Excusez-moi, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Permettez qu'il termine. Alès Nguepi. Je vais terminer en vous disant que... Maître, de vouloir faire... S'il n'y a pas de réponse après, bien sûr. Alès Nguepi, quand vous aviez la parole, maître a souffert de vous écouter. Faites pareil. Monsieur Nguepi, lorsqu'il y a la loi, on ne parle pas du décret. Lorsqu'il y a le décret, on ne parle pas de l'arrêté. Lorsqu'il y a l'arrêté, on ne parle pas de l'ajustement. Lorsqu'il y a l'ajustement, on ne parle pas de la... Le principe que vous évoquez, à partir du moment où la loi a dit comment on fait, le principe est mort. Oui, d'accord. Dans ce principe aussi, Maître Tegem, c'est le peuple qui met sur pied des lois. Merci Alès Nguepi d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci à vous, Maître Georges Tegem. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera à 21h30. Demain lundi également lorsqu'il sera à 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche à tous. Inch'Allah, Dieu le veut.